sont pour la liberté quand ça les arrange, ils sont pour la censure quand ça les arrange pas. Est-ce que le ministère de l'économie va sortir du cercle? De nous avoir foutu un déficit à 6,5 au lieu de nous foutre un déficit à 4 comme ils avaient prévu? T'es dans une boîte cotée, tu te fais virer pour une erreur comme ça. Je pense qu'il n'y a pas un Français qui te dit ça fait 40 ans qu'on fait que des bons choix. Personne regarde l'Europe. Le Crayon est-il un média d'extrême droite? Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nouvel épisode d'Inédit Talk. Vous le savez, je reçois des personnes inspirantes qui viennent nous raconter leur parcours hors du commun et leur histoire inédite. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous les podcasts Inédit Talk. Et merci beaucoup pour tous vos retours sur le précédent podcast avec Cédric O'Neill de Brix. C'est parti aujourd'hui, nouvel épisode avec Valorant. Salut Valorant. Salut Logan. Merci beaucoup d'avoir accepté très grand plaisir. l'invitation. Je suis ravi que tu sois là. Je te laisse te présenter rapidement. J'ai 27 ans, je suis à la tête d'un groupe média qui s'appelle Le Crayon. Donc c'est une trentaine de personnes, 4 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, 4 business units. Média de débat Le Crayon, média tourisme patrimoine les Villes de France, agence de contenu et de RP Le Surligneur, agence d'influence et de conseil Le Pinceau. Et tu dors de temps en temps. Et je dors de temps en temps. Non, mais j'ai des associés merveilleux et c'est ça qui permet de. C'est aussi pour ça qu'on a construit la boîte comme ça. Je pense qu'on aurait fait le truc très différemment si j'avais été seul fondeur ou si Jules Anto aussi n'avait été seul fondeur. Tu vois. Évidemment. Comment on devient entrepreneur selon toi? Une bonne question. Je me la suis beaucoup posée parce que moi, j'ai monté un première boîte à 17 ans. Donc, j'ai beaucoup eu le temps de me poser cette question-là. Moi, j'ai été très influencé par un youtubeur qui s'appelle Yann Piette, que certains connaîtront peut-être dans le développement personnel, mais qui, sur YouTube, dans les années 2013 et tout, était un des premiers à parler d'entrepreneuriat réellement, tu vois, de manière, on va dire, pas Bernard Tapie, quoi, tu vois, qui était un peu l'imaginaire que tu avais encore à l'époque. Tu avais tout doucement l'imaginaire startup qui commençait à monter avec The Social Network. Donc, je me suis beaucoup posé la question. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça a été une logique anti-système. C'est-à-dire que c'est parce que tu es anti-système que tu deviens entrepreneur. Ok. Si tu es très bien dans le système, tu seras du coup très heureux dans la suite du système qui est le CDI, le corporate, les boîtes, tout ce que tu veux. Et si tu es anti-système, et c'est pas, je ne mets pas des valeurs positives ou négatives à être système ou anti-système, hein, c'est vraiment un état de fait. Si tu es anti-système, pour le coup, tu peux avoir cette espèce de, on va dire, de prétention de je vais créer mon propre système. Tu te rends compte déjà que le système il est là pour une raison, c'est que c'est pas si simple de créer un contre-système. Et puis après, derrière, tu te rends compte que on te parle de liberté, sauf qu'en fait, tu peux te retrouver encore plus contraint par le fait que tu montes une boîte. Et donc, moi, je parlerais beaucoup plus. Moi, je n'entreprends pas pour la liberté, j'entreprends pour la responsabilité que ça apporte. Tu vois. J'aime être responsable des trucs. Tu vois, un peu l'image mère du village, tu vois, en gros, un peu. C'est toi le boss, c'est toi qui gères. T'es maître de ta vie malgré tout. Effectivement, tu as raison. Il y en a certains qui disent je suis devenu esclave de ma boîte. Mais il y en a plein dont je suis sûr, parce qu'il y en a plein, je pense qu'ils ont vraiment fantasmé le côté un peu. Ce qui est devenu aujourd'hui le soloprenariat ou freelance de luxe, c'est-à-dire, en gros, je bosse 4-5 heures par jour et je suis à l'autre bout du monde, tu vois. J'ai pas de salarié, personne m'embête. Exactement. Qui est d'ailleurs un modèle qui, à mon avis, que tu as quand tu as 25-30 ans, tu es content. Quand tu l'as à 35, 40, 45, à mon avis, entre les enfants, le rythme de vie, de ce que tu veux, c'est peut-être, à mon avis, pas le même discours, tu vois, pour en connaître certains. De l'autre côté, moi, je crois beaucoup que l'entrepreneuriat, en tout cas un peu dans le jeu dans lequel toi et moi on est, c'est-à-dire le jeu un peu parisien, grandes entreprises, influenceurs, tout ce que tu veux, le jeu de la liberté, je suis pas sûr que ce soit le vrai jeu. Je pense que c'est plutôt le jeu de la responsabilité ou de l'accomplissement. C'est-à-dire quoi, j'ai accompli des trucs. Tu vois, j'ai monté Social Cut ou j'ai monté le Crayon Group. Tu vois, donc tu es fier de ça. Et je pense que cette fierté est beaucoup plus que tu vas avoir de l'entrepreneuriat que la liberté. Et je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui, typiquement ceux qui vont avoir une petite activité de freelance, que ce soit créateur de contenu, développeur ou autre sur le côté, et qui vont avoir un CDI qui est relativement chill. Je trouve que ça se rapproche pas mal de la liberté stable que tu peux retrouver aujourd'hui un peu dans le monde. Tu vois. On a une personne comme ça au Pépites de France, qui est notre product manager, qui s'appelle Émeric. Il fait un peu de freelance, vidéo, design sur le côté. Il bosse au Pépites de France la semaine, mais globalement, on est comme nous une boîte plutôt chill, dans le sens où on met pas des gros coups de presse aux gens à 8h du mat comme As, tu vois. Et donc, du coup, je trouve que ça, par exemple, ça ressemble bien à une forme de liberté stable, tu vois. Il a sa stabilité avec le CDI et d'un côté sa liberté financière, etc. Avec son... Exactement. Et dans son métier, du coup, très tech, tu vois, c'est plus facile pour lui de faire du télétravail et tout ce qui va avec, tu vois. Très clair. T'étais quel genre d'enfant? Comment t'en arrives à être aussi ambitieux, à porter un projet comme ça aussi loin? J'ai été un peu timide et réservé, même s'il y avait un fort caractère, de 0 à 10 ans. Et à 10 ans, j'ai eu un switch quand je suis arrivé au collège, qui vient de mon grand frère d'ailleurs, qui m'a dit en gros, ne néglige personne, tu sais jamais d'où la prochaine pépite viendra, quoi.
qui était vraiment une grille de lecture où quand tu rentres au collège, où tu vas commencer à rentrer dans les questions de qui est populaire, qui est pas populaire, enfin, tu sais, ce genre de considération très film américain, un peu, tu sais, dans l'imaginaire. Bah, j'avais pas eu ce prisme-là en rentrant au collège, je pense que j'aurais peut-être pas été la même personne et j'aurais probablement été quelqu'un de beaucoup moins sympa et de beaucoup moins ouvert d'esprit et tout. Et ce truc-là, je l'ai un peu gardé comme une forme de mantra, tu vois. Et donc, du coup, j'ai déjà, dès le collège, été un peu pote avec tout le monde. Ça veut dire que j'avais que des amis, hein, mais j'étais très friendly avec les gens. J'étais très tourné vers les autres. Je m'intéressais à ce qu'ils voulaient, à ce qui les intéressait, et tout ce que tu veux. Et donc, ça m'a mis rapidement un peu au milieu de mon collège, comme un gars qui était au centre de plein de groupes et de plein d'écosystèmes, quoi. Ce qui est un peu, mine de rien, ce que je suis devenu avec le crayon, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a de la suite par rapport à ça. Et en revanche, j'étais vraiment en colère. Ça, je l'ai été toute ma vie et je pense que je suis encore aujourd'hui. En fait, j'ai été énormément en colère quand j'ai compris, et j'ai compris ce truc-là tôt, que autorité n'était pas égale intelligence. Et ça m'a matrixé. Je comprenais pas pourquoi ce qui décidait, les gens qui décidaient, les institutions qui décidaient, les systèmes qui décidaient, n'étaient pas intelligents. Pour moi, si jamais c'est ce qui décide, c'est ce qui est intelligent. Et j'ai vite compris que pas du tout. D'ailleurs, il y avait un podcast où Obama dit ça de manière ultra charismatique, ouais, souvent avec Obama, où il dit en gros, je suis arrivé à Harvard, on m'a dit que tout le monde serait des cracks, c'était pas le cas. Il y avait des gens intelligents, d'autres pas. Puis après, je suis arrivé au Sénat, on m'a dit que tout le monde serait des cracks, bah, il y avait des gens intelligents, il y en avait pas. Puis je suis devenu président, on m'a dit que le président du monde c'était des gens super smart, et bah, il y avait des gens intelligents, il y en avait pas. Et j'étais en mode, putain, c'est exactement ça. En mode, et en fait, on s'en fait toujours une fausse idée. On est toujours en train de fantasmer la sphère supérieure. Donc, quand tu es au collège, c'est le lycée. Quand tu es au lycée, c'est l'étude supérieure. Quand tu es études supérieures, c'est le CDI, le taf, l'entrepreneuriat. Quand tu es entrepreneur, c'est entrepreneur qui a une plus grosse boîte. Et en fait, ça n'a jamais de fin. Et là, le vrai secret ou le vrai truc dont personne ne dit, c'est qu'en fait, la majorité des gens, ils sont là plus par acharnement ou bonne gestion de leur propre destin que par intelligence. Et du coup, ça nous mène parfois à des trucs où tu as des gens vraiment complètement cons aux responsabilités. Et je pense que plein de leaders politiques dans le monde le prouvent assez aisément, tu vois. Est-ce que tu penses que les personnes qui ont de l'autorité se pensent intelligentes? Ah, c'est sûr. Mais je pense que de toute façon, tout le monde, globalement, se sent intelligent. Je pense que si je te demande si tu es intelligent, tu me diras peut-être, ah, je sais pas, pour la caméra, mais au fond de toi, tu penses que tu l'es. Et d'ailleurs, pareil pour moi, je te dirais peut-être, ah, je sais pas, ça dépend. On est sur toujours toi. le con de quelqu'un, de toute façon. Et on est toujours l'intelligent de quelqu'un. Effectivement. Mais c'est surtout plutôt le côté. Euh, j'ai vraiment vu des gens vraiment, mais profondément cons aux manettes, de plein de trucs différents. Puis j'ai découvert un autre truc qui là est encore plus nocif, c'est des gens malveillants. C'est-à-dire des gens qui ont, pour le coup, qui sont plus intelligents, qui ont parfaitement conscience de la limite de leur pouvoir et de leur zone de pouvoir et qui veulent absolument exercer ça, soit pour expier des propres malheurs personnels, soit parce que c'est des gens qui ont besoin de se sentir hors responsabilité et qui du coup font un peu le truc complètement contre-intuitif, c'est ils veulent inspirer les gens par leur autorité et du coup ils deviennent autoritaires. Alors que généralement, quelqu'un qui a de l'autorité, c'est justement quelqu'un qui n'est pas nécessairement autoritaire. Au contraire, ça peut être quelqu'un qui laisse plutôt une grande liberté, en revanche qui est extrêmement radical dans ses choix. Je prends un exemple tout con, mais quand tu prends un peu des boîtes de la Silicon Valley qui font rêver tout le monde, des Facebook, des Uber, des Airbnb, tout ce que tu veux, quand tu vas écouter un peu leurs patrons, alors ils sont peut-être autoritaires, mais ce que tu vas surtout écouter, c'est qu'ils sont très radicaux. Et donc du coup, je pense que la radicalité peut remplacer l'autoritaire. Typiquement, la radicalité, ça va être je n'embauche que ce type de profil. Et du coup, tu as besoin d'être autoritaire en interne. Ton autorité est déjà établie par le filtre que tu mets à la base. Tu vois. Ce que va faire, par exemple, une très grande école de commerce, un HEC, il faut mettre un filtre radical à l'entrée. Du coup, c'est pas besoin d'être autoritaire à l'intérieur. On sait qu'il n'y a que des gens bons. Mais du coup, HEC fait autorité. Tu vois le mécanisme ? Je vois très bien. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. En revanche, moi, c'est un peu une de mes quêtes de vie. Et c'est un des trucs qui, moi, vraiment m'intéresse. C'est comment on peut réussir à repenser un peu les systèmes de décision et tout. Il y a un compte Instagram qui s'appelle L'Esprit Critique. Je ne sais pas si ça te parle. Non. Je le recommande, c'est un banger. Ils sortent une vidéo par semaine sur Insta depuis 1 an et demi. Devine le nombre d'abonnés ? 500 000 ? Ils sont à 800 000 abonnés. Ah ouais. C'est un énorme C'est délire. très fort. Ouais, c'est très très fort. En 1 an et demi, c'est énorme. Parfois, il y a des espèces de trucs, ça sort de la nature et en fait, tout le monde voulait ça, tu vois. Et lui, ce qu'il dit, c'est je suis ni en train de dire que les hommes ou les femmes politiques actuels sont bons ou mauvais, je dis que de toute façon, ils sont pas dans les bonnes règles du jeu. Et ben, c'est un peu, je me calque dans cet avis-là sur la politique, mais aussi sur beaucoup d'autres sujets. Je pense que les plus gros problèmes aujourd'hui, c'est pas les gens au pouvoir, mais c'est le système de règles des gens au pouvoir, tu vois. Bien sûr, qui les bloque de toute façon dans un Exactement. système qui t'écrase et
Et parfois, ils arrivent avec des grandes ambitions et puis finalement, il ne se passe pas grand-chose. Bah, parce qu'ils sont un peu obligés. C'est-à-dire que typiquement, je prends l'exemple, je sais pas, d'un Jordan Bardella ou d'un Gabriel Attal ou ce serait qui pendant la France Insoumise, je sais pas, une Clémence Guettet, tu vois, par exemple. Bah, ils sont obligés de s'inscrire Bardella dans Marine Le Pen, Attal dans Macron et Clémence Guettet dans Mélenchon. Ils sont un peu obligés parce que sinon ils se feraient écarter. Et une fois qu'ils se font écarter, bah, ils ont plus le poids de toute la machine qu'il y a derrière eux. Mais sauf que si tu changes les règles, si tu dis que les élections, c'est plus celui qui est le plus charismatique, qui a la plus belle cravate ou qui a le meilleur argument d'autorité. Si jamais c'était à la place, je sais pas, un programme, et à chaque fois, même pour être président, c'est une liste d'individus. Si jamais tu avais un système à 3 tours, tu vois, typiquement, c'est plus du tout les mêmes trucs. Si tu avais un système à points, c'est-à-dire au lieu d'avoir un vote, tu votes tous les candidats et tu les classes de 1 à 12. Et du coup, bah, potentiellement, ça peut être le deuxième de tout le monde qui est élu. Et Très le vrai. premier de personne. Et en changeant les règles comme ça, t'as plus du tout le même truc. Parce que typiquement, tu dois noter de 1 à 12. Tous les gens qui sont radicaux, comme ils terminent 12e de beaucoup de listes, ils peuvent pas être élus. Donc du coup, tu déradicalises drastiquement le champ politique. Juste parce que tu as changé une règle. Et c'est ça, moi, que je trouve intéressant d'aller challenger, tu vois, à notre génération. Je pense que notre génération se concentre trop sur les responsables, au lieu d'essayer de regarder le système, en fait, et de comment tu peux réussir à créer des briques dedans. Je pense que ça, c'est intéressant. On va parler de tout ça, de tout ce que tu fais avec le crayon. Juste, je reviens sur l'intelligence parce qu'on fait souvent un lien entre bon à l'école et intelligent. Est-ce Ah que tu oui. étais bon à l'école? Non, j'étais pas excellent. J'ai arrêté mes études d'ailleurs en cours de route, au moment où j'ai lancé le crayon. J'étais 15e, 20e de classe et je n'en foutais pas une, quoi, en gros. En revanche, j'étais très très bon à l'oral. Et ça, assez jeune, déjà 12-13 ans, je tapais des gros exposés bien tribuns devant les gens. Ça plaisait pas toujours aux profs, parfois j'étais provoque, mais pour le coup, ça, je me débrouillais. L'éloquence était déjà là. Pour parler un petit peu du crayon, comment est venue l'idée? C'est en 2020 que vous avez lancé le crayon? Ouais, 2001. Comment vous vous dites on va lancer un média de débat? C'est quoi l'histoire? Bah, on était déjà tous les quatre, c'est important de le comprendre parce que on se rend pas compte, mais on a un peu l'impression, et je pense toi et moi, on est les piles dans le piège, que tout le monde regarde les réseaux sociaux. Parce que comme c'est notre métier, c'est notre industrie, on voit les chiffres, ils sont fous, on se dit tout le monde regarde les réseaux sociaux. Je demande à mon grand frère, qui est pourtant très connecté à un paquet de trucs modernes, mais je demande à mon frère qui est inoxtag, il verra à peu près grâce à Kaizen. Je lui demande qui est Michou, je suis pas sûr qu'il sache. Il est perdu. Il a 3 ans de plus que moi, hein, tu vois. Donc, oui, mais en fait, est-ce qu'il est perdu? Parce que de l'autre côté, on pourrait définir qu'en fait, on s'en tabasse de savoir qui sont Bien les. sûr. Nous, non. Parce que nous, c'est notre industrie. Donc nous, on sait pas. Ça en dit plus sur ton incompétence, tu vois. Mais mon frère, aujourd'hui, lui, il est dans la finance. Tu vois, ça ne change pas grand-chose à sa vie, tu vois, tout ça. Donc ça, et en fait, nous, déjà, à l'époque, on était des gros fans de réseaux sociaux. Sixtine, Anto, Jules et moi. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'on regardait pas forcément les mêmes personnes, notamment sur tout ce qui va toucher aux sujets de société, sujets culturels et sujets politiques. Et donc, en fait, en voyant qu'on regardait pas les mêmes choses, on s'est dit, imagine le nombre de biais qu'on a tous les quatre qui font que quand on débat, on est complètement enfermé dans notre bulle juste parce que bah, on est complètement dans notre propre. En gros, on a un peu cultivé nos gourous, quoi. C'était un peu ça le truc. Et le crayon, c'est parti de l'idée de réussir à réunir ces gourous numériques dans la forme d'un débat qui leur permet en fait à toute la communauté de chacun des gourous, C'est pour imaginer. c'est pour imager, hein, vraiment. Je ne dis pas que les gens sont fans des gens comme ça. Mais que du coup, en fait, tous les gens qui sont vraiment qui suivent radicalement une personne puissent entendre l'avis opposé. Pas pour changer d'avis forcément, mais juste pour gagner dans l'empathie, tu vois. Et typiquement, notre premier débat, et ça a pas loupé, tu vois, entre un essayiste de droite ou d'extrême droite, Julien Rochdy, et une féministe créatrice de contenu de gauche, Louise, ça a été, enfin de gauche, de droite, ça après chaque, enfin, on me reproche parfois de dire ça, j'en sais rien, juste des gens qui n'étaient pas d'accord sur le féminisme, quoi, vraiment pas d'accord. Bah en fait, il y a plein de filles qui se sont rendues compte que leur mec ou leur pote mec suivait Julien Rochdy, et plein de mecs qui se sont rendus compte que leur meuf ou leur pote meuf suivait My Better Self. Et donc en fait, ça veut dire que tu as des groupes de potes, ils sont enfermés dans leur bulle et eux-mêmes se rendent même pas compte à quel point ils sont les deux un peu dans une bulle de pensée, tu vois. Et ça, je pense que c'est dangereux. Parce que si tu traces la courbe d'un monde sans crayon, et quand je dis sans crayon, c'est pas que le crayon, c'est toute la mouvance du crayon. C'est-à-dire le fait de recevoir très largement, le fait de décriminaliser la pensée, d'arrêter un peu les feux rouges de l'esprit, tu vois. Bah, en fait, si tu tiens la courbe d'un monde où il n'y a pas ce mouvement-là, où chacun reste dans son truc, tu arrives à un stade où les gens ils ne comprennent même pas pourquoi le mec en face il pense pas pareil.
C'est que c'est pas qu'ils sont pas d'accord, c'est qu'ils comprennent même pas comment on peut ne pas être d'accord. Ils n'ont pas la contradiction. Exactement. Et le jour où tu mets au pouvoir des gens qui ne comprennent pas comment on pourrait ne pas être d'accord avec eux, bah on appelle ça la dictature, littéralement. C'est aussi un peu le jeu des algorithmes. Ils te montrent ce que tu regardes constamment. Je suis d'accord, mais tu pourrais cultiver des algorithmes qui sont plus équilibrés. Dans mon algorithme, j'ai du cinéma, j'ai de l'entrepreneuriat, j'ai de la crypto et j'ai du débat, tu vois. Donc tu peux équilibrer les algorithmes, il n'y a rien à voir entre le cinéma et la crypto, mais tu peux cultiver des algorithmes. C'est juste que nous, on se disait, si jamais le crayon est massivement dans l'algorithme des gens, ça permettra aux gens de vivre dans un monde où la personne pas d'accord avec elle existe. Et ça, quand tu vois Black Mirror, je sais pas si tu avais vu l'épisode 2 de Black Mirror. J'ai vu pas mal d'épisodes. C'est celui où ils sont dans une chambre avec des écrans partout. Oui, Tu l'as vu? il y a un moment. Tu vois, t'imagines si on arrive dans un monde un peu comme ça? Alors, ça ressemblera pas à ça, hein, on sera tous avec nos casques de VR et tout, tu vois. Oui, bien sûr. Je trouve ça dangereux. Tu penses que c'est ce qui différencie aujourd'hui le crayon des autres médias? Ouais, ça c'est sûr. Quel média reçoit aussi largement que le crayon aujourd'hui? Quasi aucun, en fait. Et qui les reçoit en faisant du débat? Alors là, pour le coup, personne. Sur le digital, il y avait absolument personne. D'ailleurs, je le sais d'autant plus que nous, on regarde parce que, bah, on se dit, putain, qui va aller se positionner là-dessus? En fait, personne ne se positionne là-dessus. Et il y a une raison, en fait, que personne te dit. C'est parce que c'est super difficile. Les gens, ils pensent qu'on sort un débat par semaine ou un débat toutes les 2 semaines et tout. Ah putain, ils foutent quoi au crayon? Mais enfin, vous vous rendez pas compte du nombre de débats avortés complètement épiques qu'aurait pu produire le crayon. C'est juste que réussir à convaincre 2 personnes pas d'accord d'aller débattre, c'est devenu super dur. Et c'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur. Donc voilà, nous, on fait ce qu'on peut pour essayer de faire ça. Nous, on veut essayer de créer une forme de révolution citoyenne par le bas. C'est en fait que les gens s'approprient le truc et que les gens, quelqu'un qui vote la France Insoumise puisse dire à un de ses élus, tu arrêtes de criminaliser l'opposant. Que quelqu'un qui vote RN puisse aller voir ses élus en disant, tu arrêtes de criminaliser l'opposant. Pareil pour Macron et le clan Macron. C'est ça que nous, on veut. On veut qu'on arrête de dire, en gros, il y a la France Insoumise, Macron et le RN, et c'était soit dans l'un, soit dans l'autre, soit dans l'autre. Non, non. Moi, je connais plein de gens qui, si tu prenais un peu leurs idées sur les sujets, tu aurais des idées dans les 3. Alors que pourtant, c'est vraiment les 3 gros blocs de l'échiquier. Et c'est ça que moi, je veux réussir à mettre en place. C'est de se dire, on arrête de penser comme si jamais on devait absolument souscrire à une seule ligne et que cette ligne est cohérente. Et d'ailleurs, en plus, cette ligne, elle n'est pas cohérente du tout. Je veux dire, les incohérences des 3 que je t'ai cités, elles sont énormes. Ils sont pour la liberté quand ça les arrange, ils sont pour la censure quand ça les arrange pas. Et ça, de chaque côté. Étonnant, ça, quand même. C'était un choix audacieux, quand même, de créer des débats comme ça, qui ont parfois été quand même assez virulents. Mais c'est vrai que ça montre des... Pour nous, en fait, on pense que comment dire ça, le danger est trop grand. Et typiquement, toutes les personnes qui nous ont sorti un discours, parce qu'il y a eu plein de gens qui ont un discours un petit peu de « oulala, c'était courageux », mais le courageux dans leur bouche veut dire vous risquez un peu de sortir du cercle, quoi, du cercle des gens qui se comprennent en bonne intelligence et tout ce qui va avec, tu vois. Et je suis en mode, mais quoi, enfin, c'est quoi? C'est du coup le petit cercle des gens qui ont raison? C'est ça le truc? Et du coup, c'est quoi les gens qui n'ont pas raison? C'est les gilets jaunes? Enfin, tu vois, je suis très mal à l'aise avec ce discours-là, ultra élitiste et tout. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on voit bien que les gens sont plus alignés avec ça, en fait. Enfin, je prends 2 exemples parce que ça me paraît super intéressant. Le premier exemple, c'est Mounir Lagoun de Finari. Je sais pas si ça te parle. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il fait pas mal de podcasts, d'ailleurs. Ouais, bientôt ici, peut-être. Bah, tu devrais le recevoir, c'est un mec brillant. Tu regardes le discours de Mounir, notamment sur LinkedIn, parce que moi je le suis beaucoup sur LinkedIn. C'est vrai qu'il est très pinçant parfois. Ah bah, je suis pas sûr que le ministère de l'économie soit de très bonne humeur quand ils lisent les posts de Mounir. Est-ce que Mounir, il est trop courageux, il va sortir du cercle et tout? Est-ce que le ministère de l'économie va sortir du cercle? De nous avoir foutu un déficit à 6,5 au lieu de nous foutre un déficit à 4 comme ils avaient prévu? Enfin, je veux dire, t'es dans une boîte cotée, tu te fais virer pour une erreur comme ça. Alors d'ailleurs, Bruno Le Maire s'est fait virer au passage de Bercy par la décision de l'Assemblée nationale. Mais tu vois ce que je veux dire? J'en ai marre un peu de ce truc de... C'est des gens qui sont aux manettes, certains sont très doués, d'autres pas, et qui vont dire un peu, c'est nos manettes, donc on décide de ce qui est dans le cercle, ce qui n'est pas dans le cercle. Non, non, en fait, on va laisser les Français libres de décider ce qu'ils veulent décider, dans leur choix électoral évidemment, mais dans leur choix de consommation, dans leur choix de pensée, dans leur choix d'idées, dans leur choix de... Parce qu'en fait, si jamais tu bloques ça, les gens le sentent, surtout en démocratie comme en France, et donc s'ils le sentent, ils vont être encore plus à l'opposé de ce que tu aimerais, parce qu'ils sentent que tu es en train d'essayer de leur forcer un truc. Et ça, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Enfin, tu vois, je reprends cet exemple-là parce que ça a été un truc. Beaucoup de gens pendant le Covid en ont voulu qu'on bloque une idée contraire
en gros, à ce que disait le gouvernement. Beaucoup de gens étaient même pas en train de dire l'idée contraire est la vérité. Alors, il y en a, c'était ça. Mais il y en a beaucoup qui disaient juste est-ce qu'on peut écouter un avis contradictoire, quoi, tu vois. Alors, ok, c'est le bordel, c'est compliqué à gérer. Et moi, je juge pas le gouvernement parce que putain, j'aurais pas voulu, moi, être à leur place pendant cette période-là, hein. Ça devait être impossible à gérer. Donc, moi, pour le coup, j'ai beaucoup d'empathie sur les gens, en fait. En revanche, j'ai beaucoup moins d'empathie pour les systèmes qui veulent essayer de bloquer ça. Parce que je pense que la vraie beauté de l'humain, la vraie beauté de l'esprit des Lumières, dont on est les héritiers en France, c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture aux nouvelles idées, la volonté que dans une pièce, comme disait Einstein, t'as 99 personnes qui pensent pareil, écoute la centième qui pense pas pareil, tu vois. Cette idée de, en fait, la culture de l'intelligence par la contradiction. Et je trouve ça fou que le crayon puisse être considéré comme un peu sulfureux ou un peu courageux ou là là un peu tu vois un peu piquant et tout. Pour moi, le crayon, ça devrait être mais la stricte base. Ça devrait même être ça devrait être le média le moins virulent sur le débat de France, en fait. Et on est quasiment le seul, en fait, qui le fait. Donc ça a l'air virulent, mais ça a l'air virulent parce que ça s'oppose à des émissions où, en fait, tout le monde est d'accord sur le plateau. Mais c'est là où vous venez en contradiction avec ce qui se fait. Très souvent, on a l'impression qu'on peut plus rien dire. Regarde, tu prenais l'exemple de Mounir. Il prend quand même, il parle du projet de loi, etc., projet de loi finance 2025. Il y va quand même un peu fort, on pourrait se dire ça, par rapport à des personnes qui voilà, ont une boîte, qui quand même a de l'ampleur et vont plutôt essayer d'avoir un discours assez lisse pour pas faire de vagues. Aujourd'hui, ça, c'est assez nouveau de prendre la parole et de dire « Ok, non, là, c'est abusé, c'est ce qu'ils sont en train de préparer. » Mais il a raison de le dire. S'il le pense, il a raison de le dire. En fait, je reviens à cette question un peu du cercle, tu vois, en mode genre, oh là là, attention, si tu dis ça, en gros, entre guillemets, ton téléphone sonnera moins souvent, tout ce que tu veux. Et je trouve ça abominable de faire ça, parce qu'en fait, ça crée des pressions sur les gens, sur ce qu'ils pensent, ça empêche toute forme d'amélioration du système, parce que, mine de rien, je pense qu'il n'y a pas un Français qui te dit, ça fait 40 ans qu'on fait que des bons choix. Ah, ça, j'en ai pas rencontré un seul. Alors que pour le coup, le crayon, ça fait longtemps que je le fais. Et ça, de tous les milieux. C'est-à-dire que tu vas avoir les milieux plutôt progressistes qui vont te dire ça fait 40 ans qu'on fait des mauvais choix sur les violences sexistes et sexuelles, la gestion des minorités, la gestion d'égalité des chances. Tu vas pas avoir une seule personne dans le clan macroniste qui va te dire les impôts sont super bien, ils sont pas trop élevés, la gestion de l'argent public et de l'efficacité c'est top. Parce que ils vont jamais te dire ça. Et tu vas avoir personne dans le camp un peu on va dire national qui va te dire en gros on a une bonne gestion du vivre ensemble, on a une bonne gestion de la sécurité et on a une bonne gestion en gros du patriotisme économique. Tu vois. Personne ne va te dire ça. Donc en fait tout le monde est d'accord pour dire que ça fait 40 ans qu'on fait des mauvais choix. Et tu pourrais pas le dire alors que tu en es le premier témoin. Je trouve ça super dangereux en fait en tant que société. Et surtout que Mounir, et je le sais pour le connaître, et je le dis pour moi, et je le dis pour beaucoup d'autres, l'esprit critique par exemple, c'est juste des Français qui est en mode coucou, nous on a envie d'aider. C'est juste que pour aider, il faut dire qu'on ait posé le constat du problème en fait. Et je trouve que ça fait très. Si jamais t'as une maladie, tu pas le docteur. Le docteur il te fait le diagnostic, c'est pas lui la maladie. Et en fait, si jamais tu mettais le doigt sur Mounir par exemple, ou sur l'esprit critique, ou sur Valran du crayon, tout ce que tu veux, tu mettrais le doigt sur le docteur, pas sur la maladie. Et ça, je trouve que c'est un vrai, vrai, vrai problème. Et dans l'influence, pour prendre cet exemple-là, combien d'influenceurs vont vraiment avoir le courage d'aller au bout de leurs pensées sur certains sujets parce qu'ils savent qu'ils sont à risque s'ils le font. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est super stressant. Moi, j'aime beaucoup la liberté de penser qu'ont certains créateurs de contenu, de dire ce qu'ils pensent, en fait, d'aller droit dans leurs convictions, tu vois. Inoxtag, qui s'est fait un peu récupérer par Jordan Bardella, par exemple, parce qu'il s'est fait cambrioler et tout, il a dit en gros, je veux pas de toi, tout ce que tu veux. Ah, alors, c'est toujours l'extrême droite. Donc, l'extrême droite, s'opposer à l'extrême droite quand t'es un créateur, c'est pas non plus Jean pas la Moulin révolution, voilà. pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais quand même, vu que le RN commence à grossir en taille, c'est quand même, et que Squeezie s'est fait un peu bad buzzer quand il s'est opposé, c'est quand même une prise de risque de l'avoir fait. Il aurait pu juste rien dire. Et tu vois, ça, moi, je trouve que c'est positif. Et on devrait pousser les créateurs, les leaders d'opinion à donner leur avis, à donner leur opinion, en fait. Je trouve ça important. Une Camille Etienne est très courageuse, par exemple. Je trouve qu'une Camille Etienne est très courageuse. Un Hugo Clément est très courageux, je trouve. Et c'est très positif, ces trucs-là. Et je pense que sinon, on s'en voudra de nous. On s'en voudra dans 10, 15 ans, quand on sera dans le rôle plutôt de parents, on aura moins de fougue, on va dire. On s'en voudra de ne pas avoir agi alors que le pays ira de moins en moins bien, s'il va de moins en moins bien. C'est important qu'il y ait des voix qui se lèvent et qui disent non, ça va pas, il faut qu'on améliore. Et toutes les personnes qui interprètent ces voix comme ils posent problème parce qu'ils disent ça, tous ces gens-là sont des ennemis de l'amélioration et sont des ennemis de l'esprit critique. Et ça, vraiment, je bougerai jamais de cette ligne-là. Ça devrait être OK d'émettre des critiques, ça devrait être positif d'émettre des critiques.
On parle politique. Vous Ouais. avez reçu récemment Emmanuel Macron, président de la République en exercice. Coup assez énorme. Ouais, c'est dingue. Comment ça s'est organisé? C'est dingue. Alors, à la base, ils voulaient qu'on couvre une visite d'État en Allemagne, ce qu'on a un peu fait, mais on voulait le faire que si on avait un moment avec le président pour pouvoir avoir une petite interview, tout ce que tu veux. On l'a finalement pas eu, et donc du coup, nous, on a dit, bah, nous, on veut une interview avec le président et tout. Enfin, on a un peu joué des coudes et tout pour l'avoir. Et donc, du coup, on a réussi à négocier à l'avoir, et c'était assez dingue parce qu'en fait, c'est dans le même timing où tu as eu les élections européennes, la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, ça a été au milieu d'un tourbillon politique complètement fou. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'avec le fait qu'on ait reçu Macron sur le crayon, ça a fait un peu le même effet que, à plus petite échelle, hein, mais que le GP Explorer de Squeezie, Kaizen de Inoxtag, ou beaucoup de trucs comme ça, où en fait, d'un moment à l'autre, un truc qui était très jeune génération, web, réseaux sociaux, créateur économie et tout, devient totalement mainstream. Comme ça, du jour au lendemain. On a eu des articles de presse, certains très positifs en disant qu'on faisait du bête de travail, d'autres très négatifs en disant qu'on était des gros enfoirés. Enfin, on a eu tout. C'est le lot, hein, qui va avec ça. Mais surtout, j'ai été choqué du nombre de gens qui nous ont critiqués ou félicités avant même que l'interview soit sortie. Et j'étais en mode, mais vous n'avez pas vu l'interview. Enfin, Non, c'est pour le coup. vous avez oui, mais dire que le coup est bien. Enfin, oui, ok, je comprends, mais. Ouais, si, je comprends. Ok. Si, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Non, t'as raison. Je crois même que je t'ai envoyé un message avant que l'interview sorte. Ça fait plaisir. Non, mais je parle des médias. Je parle des médias qui commentent ce qu'est le crayon et qui disent le crayon c'est trop bien ou le crayon c'est trop nul avant qu'il y ait même l'interview qui soit sortie. Je suis en mode, bah là, t'as justement une belle opportunité de nous juger. Et d'ailleurs, une opportunité que j'espère que les gens nous jugeront pas trop là-dessus, parce que pour le coup, c'est un format qu'on avait moins l'habitude de faire. C'était plus court et beaucoup de sujets à aborder. Je pense qu'on s'est trop éparpillé sur trop de sujets différents. Enfin, on a fait des erreurs sur l'interview, tu vois, ça arrive, hein, c'est pas grave, tu vois. Mais ouais, ça te fait un coup, tu vois. Quand tu te dis que t'as lancé un petit truc dans ta chambre et que 4 ans plus tard, tu reçois le président, ça te met quand même une vraie claque, tu vois. En vrai. C'était ma prochaine question. Est-ce que ça a changé la façon dont vous êtes vu par le public, les médias et le cercle dont tu parles? Est-ce que tout de suite, ça vous crédibilise un peu plus, tu penses? Alors déjà, je veux juste revenir sur le cercle. Quand je dis le cercle, c'est vraiment pas une bonne expression parce qu'il faudrait plutôt dire les cercles. Parce que la France, c'est pas un pays d'oligarchie où tu as genre un endroit où il y a les gens qui décident et le reste. C'est un pays plutôt de cartélisé. C'est en fait, tu vas avoir un cercle par industrie. Tu as le cercle dans l'éducation, tu as le cercle dans les transports, tu as le cercle dans les médias, tu as le cercle dans l'industrie, tu as le cercle dans la technologie. Enfin, tu vois un peu le mécanisme. Et le mec qui est le plus puissant dans les transports, les gens de la technologie, ils savent même pas qui c'est, ils s'en foutent. Tu vois un peu le mécanisme. Donc c'est plutôt des questions de cercle et tout. Ce qui est intéressant, c'est que les gens dans les médias, donc plutôt les médias traditionnels, il y en a plein qui nous connaissaient déjà parce qu'on avait reçu plein de monde et tout, mais tous ceux qui nous connaissaient pas dans les médias traditionnels, maintenant ils nous connaissent. Tu vois. Donc ça a été au moins le truc un peu cool. Après, sur le reste, non, ça a pas eu, c'est pas le truc qui a eu le plus d'impact d'un point de vue média et tout ce que tu veux, parce que comme nous, on est plutôt connus pour être un média de débat, là, il n'y avait pas de débat. Donc c'était pas vraiment ce pourquoi les gens ils ont vraiment repéré notre ADN. En revanche, c'était plutôt d'un point de vue B2B, corporate, tout ce que tu veux, où les gens nous ont vraiment vu en mode ah oui d'accord, en fait le crayon on peut bosser avec eux très facilement parce que bah si même le président y va sans sourciller, c'est que bah c'est des gens sérieux derrière, tu vois. Ils sont validés. Ouais, exactement en fait, tu vois. Mais c'est con, hein, mais c'est comme si jamais tu me recommandais un pote et que tu me dis ah tiens pour je sais pas ton SEO bosse avec ce gars, nous on a bossé avec lui, il est top. Bah, tu m'as validé la personne, donc je suis en mode ok, je peux bosser avec cette personne. Et c'est comme si là Macron l'avait fait, mais à très grande échelle, tu vois. Puis si ça peut permettre que certains découvrent aussi les débats que vous avez faits sur plein de sujets de société, etc., c'est aussi, Bah, on c'est espère, d'un mais point de vue notoriété, c'est bien. ouais, mais c'est pas là où on a fait le plus d'audience non plus, en fait, tu vois. Donc, je sais pas, je pense qu'on n'a pas eu. La vidéo est pas assez longue pour que tu puisses vraiment faire un gros carton, je pense, sur le web. Il aurait fallu faire 1 heure et demie, tu vois. Actualité importante aussi côté crayon. Vous avez racheté récemment les Pépites de France, donc un média sur le patrimoine français, un excellent média. Il y a une application, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est fait ce rachat et pourquoi? Bah, en gros, nous, on a rencontré Lucas par un de mes amis qui s'appelle Damien Maubert, un réalisateur ultra talentueux. Et il nous présente Lucas Rollier, juste en mode bah, Lucas, il a un média, vous avez un média, vous devrez vous rencontrer et tout. Donc, on s'est rencontrés, on est devenus super potes avec Lucas. Et après avoir creusé un peu, je me rends compte qu'en fait, il est cofondateur, mais il est minoritaire dans ce média-là. Et que le mec majoritaire est un gars qui vit même pas à Paris, enfin, est pas du tout dans on va dire un peu l'ambiance médias digitaux au centre de Paris, qui essaie de passer des partenariats avec des grosses boîtes, enfin, un peu le business que tu connais très bien, tu vois. Et, et donc, du coup, nous, on se dit, OK, il y a peut-être un truc à faire. Nous, on voulait absolument bosser avec Lucas. Et donc, du coup, en fait, on a essayé de faire un move très vite.
Et donc, en fait, on a essayé de lever des fonds en faisant un rachat de boîte. Pour ma propre santé mentale et physique, ça a été hyper difficile. On va pas se mentir, ça a été 2-3 mois de cauchemar, mais vraiment de De cauchemar. lever des fonds? Non, de lever des fonds en voulant racheter une boîte où tu as une deadline pour racheter la boîte. C'est-à-dire qu'il faut que tu te dépêches de lever des fonds. Donc ça a été fait c'était super difficile pour le coup de gérer un peu tout, enfin bref, de gérer 2 opérations de cette ampleur en même temps. Surtout que Erwan, le fondateur, était un gars qui était hyper pressé de vendre, donc il nous mettait une pression de dingue. Donc ça n'était pas simple, mais finalement on y est réussi. Puis il se trouve que Lucas, avec lequel on voulait bosser, finalement, quand il a vu la possibilité de revendre ses parts, il a pris la possibilité de revendre ses parts et il s'est barré. Donc, du coup, on a vraiment récupéré tout le média au final et l'app. On a restructuré toute une équipe, ça a été un peu long, mais on a trouvé une meuf top pour gérer la boîte qui s'appelle Julie, que j'embrasse si tu passes par là, Julie. Qui est une femme incroyable, hyper smart, hyper douée humainement pour gérer une équipe et tout. Et donc aujourd'hui, ça se passe très bien. On est très très content. On commence à pitcher des très gros budgets. On a signé quelques très gros budgets pour 2025 là. Donc on est vraiment content. Ça a pris du temps, mais là on y est. Qu'est-ce qui t'a donné envie de racheter ce média particulièrement? C'est une bonne question. Beaucoup de gens nous l'ont posé parce que c'était en mode c'est quoi le rapport avec le crayon et tout. Effectivement, c'est un peu éloigné, mais c'est aussi un média qui est magnifique. Oui, alors il y a deux réponses là-dedans. Il y a la réponse sur un peu qu'est-ce qu'on fait en tant que mission, à quoi on sert le crayon. Le crayon, on sert à réunir les gens. Et donc on trouvait qu'un média sur le tourisme et le patrimoine, c'était hyper beau parce que ça permettait de réunir les gens, mais de réunir aussi les gens avec leur environnement proche. Et nous, on trouvait que c'était vraiment ultra logique de se dire tu réunis les gens entre eux, et tu les réunis avec le territoire. Tu les réunis entre eux grâce au crayon et tu les réunis avec leur territoire grâce aux Pépites de France. Donc ça, nous, d'un point de vue de la mission, on a vraiment réussi à super s'aligner assez vite avec la boîte. Et d'un point de vue business, ça nous permettait, nous, d'aller chercher une nouvelle méthodologie de médias digitaux parce qu'on est convaincu qu'en fait, la méthodologie crayon, c'est une méthodologie à part entière et qu'il y a assez peu de médias digitaux qui correspondent vraiment à la méthodologie crayon. D'abord parce qu'on est YouTube first à la base, et ça, c'est le cas de assez peu de médias, mine de rien. Tu vois, typiquement, un média qui ressemblerait à la méthodologie crayon, ça serait Tataki, par exemple. Je sais pas si ça te parle. Non. C'est le média public c'est le France TV Slash de la Suisse, Ok. qui est un très bon média d'ailleurs, Tataki. Qui est d'ailleurs probablement le média qui ressemble le plus au crayon. Jubilee, je sais pas si ça te parle aux États-Unis. Non plus. Qui est un gros média américain qui ressemble beaucoup au crayon. Il y a Cru, un peu en France, je sais pas si ça te parle. Non plus. Ça, c'est des médias qui ressemblent plus au crayon parce qu'ils sont YouTube first, parce qu'ils sont vraiment dans les émissions de rencontres, de débats avec plusieurs personnes impliquées, tout ce que tu veux. Alors que le Pépites de France, c'était beaucoup plus une méthodologie médias digitaux plus classique, c'est-à-dire ce que tu peux retrouver sur Loopsider, ce que tu peux retrouver sur Explore, ce que tu peux retrouver sur le média positif. Donc ça, c'était beaucoup plus en fait dans un univers que nous, on n'avait pas. Et comme nous, notre but avec notre groupe, là pour le coup, le groupe Le Crayon, c'est d'être les meilleurs, de devenir le groupe le plus compétent sur les réseaux sociaux. C'était aussi un actif de compétence. Parce que du coup, en fait, en achetant le Pépites de France, on internalisait de la compétence qu'on n'avait pas avant, quoi. Oui, bien sûr. Ce qui nous a permis d'ailleurs au passage de développer une verticale de médias d'entreprise avec le surligneur. C'est en gros, on crée des réseaux sociaux, TikTok, Insta ou YouTube, pour des boîtes, pour leur permettre en gros de scale leur marque employeur, leur message, leur canal d'acquisition business et clients, leur branding, leur notoriété, tout ce que tu veux. Et ça, on était méga crédibles sur YouTube, méga crédibles sur TikTok, Insta, tout ce que tu veux, mais on n'avait pas la méthodologie de comment on le reproduit à l'échelle et de manière... comment on réussit à reproduire de manière systématique des succès. Et ça, c'est vraiment les Pépites de France qui, depuis 1 an et demi, nous ont vraiment permis d'apporter cette compétence-là, tu vois. Et à partir du moment où tu rachètes les Pépites de France, tu passes aussi dans une autre dimension, parce que déjà, tu fais un rachat, tu lèves des fonds. Comment est-ce que tu as vécu cette période-là? Est-ce que tu retiens un truc? Je sais, c'est pour ça que je pose la question. Trop dur, en vrai, c'était tellement dur. Tellement dur parce que tu dois concilier tellement de choses à la fois et tout. Tu changes de dimension aussi, donc c'est plus les mêmes responsabilités et tout. T'as les investisseurs. Ouais. Après, moi, j'ai toujours fonctionné un peu, mais ça, c'est ma mère qui m'a beaucoup éduqué comme ça, où tu te mets dans la situation dans laquelle tu as envie d'être et tu te bats pour la conserver, plutôt que tu te bats pour avoir le moyen d'aller dans la situation du dessus. Je sais pas si je suis clair là-dessus. Très clair. Ok. Et donc, en fait, nous, c'est un peu ça notre philosophie. On va un peu se dire, en gros, on a un groupe média, alors qu'on était encore tout petit au moment où on a racheté les Pépites de France. On était allez, peut-être 16 dans l'équipe, 16-17 dans l'équipe, tu vois, donc on a doublé quasiment depuis 1 an et demi, tu vois. Et en fait, pour être un groupe média, il fallait qu'on grossisse, parce qu'être un groupe média à 16, t'es en mode oui, enfin, t'es un bébé groupe média, tu vois. Et du coup, il fallait qu'on défende ce statut de groupe média, donc il fallait être encore meilleur. Et j'aime bien l'idée que, je vais dire par exemple, Logan, c'est un crack de la gestion des influenceurs et des talents, il n'y a pas meilleur en France. Une fois que j'ai dit ça, toi, tu dois te battre pour garder ce statut et que quand j'ai dit ça, les gens, ils pensent la même chose que moi après derrière. Et je préfère ce mood-là
que le mood de je vais devoir travailler pendant 5 ans pour que quelqu'un un jour le dise. Ok. Tu Tu vois te mets toi-même dans ton statut. Exactement, en fait. Je veux devenir le leader. Exactement. Ok. Et donc, du coup, tu dois te battre pour être à la hauteur de ce que tu as annoncé. Ça fout un peu plus de pression, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est cool parce que du coup, les gens, ils vont vouloir contredire le statut que tu as créé ou que les gens t'ont apposé. Parce que beaucoup de gens nous ont apposé des statuts aussi, tu vois. Et en fait, défendre ces statuts-là, moi, je trouve que c'est hyper puissant d'un point de vue humain parce que t'as pas le choix. Donc ton corps, ton esprit, les décisions que tu prends, elles ont plus le choix. Tu dois être au niveau de ce que tu as vendu aux gens, de ce que les gens ont vendu de toi. Et ça, je trouve ça hyper challengeant comme truc. C'est comme arriver dans un club de foot avec un gros transfert. Tu dois justifier le transfert. Moi, j'aime beaucoup cette pression-là. J'aime bien cette pression de... c'est la phrase de Nino, le stade me regarde, je gère la pression, tu vois. En gros. Et ça, j'aime bien ce truc-là. Je trouve que ça te met dans un mood qui est exigeant, qui est super stressant, mais où tu te sens bien parce que tu dois défendre, tu dois te défendre d'un truc où si tu y arrives, en revanche, c'est validé. Tu vois. Alors que dans l'autre côté, même si tu fais un truc incroyable, aussi bien que ce que tu aurais fait dans cette situation-là, peut-être qu'on va pas te le donner. Parce que y a quelqu'un d'autre, il y a d'autres gens qui le font bien. Enfin, tu vois. Ouais, très bien. On parle du rachat du média. Est-ce que tu peux nous le décrire en 2 mots? Qu'est-ce que les Pépites de France pour quelqu'un qui nous regarde et qui ne connaît pas ce média? Les Pépites de France, c'est un média tourisme, patrimoine, art de vivre en France. En gros, le but, c'est de valoriser l'excellence française. Il y a énormément de choses qu'on fait en France qui sont incroyables, mais dont on n'est pas du tout au courant parce qu'on est complètement chassé par et les mauvaises nouvelles et les trucs incroyables qui se font à l'international. Mais détrompez-vous, il y a des choses extraordinaires qui se font en France, que ça soit de manière très historique ou de manière ultra moderne. Et les Pépites de France, que ça soit via son média, 2,2 millions d'abonnés, ou son application, 500 000 utilisateurs, en fait, ça vous permet de découvrir ce qu'il y a de plus incroyable. Alors évidemment avec une vision touristique patrimoine d'abord, mais de plus en plus avec une vision savoir-faire et une vision excellence française. C'est ça qu'on adore. Merci. Ouais, l'application est très bien faite aussi. Merci. Ça te référence énormément de C'est lieux. beaucoup, ouais. Si tu as envie demain de partir à la visite de la France, Tu sais que c'est un truc de ouf le nombre d'utilisateurs. Enfin, genre, le temps de session moyen. Alors, c'est plus faible en hiver qu'en été. En été, on est à 4 minutes 15 de temps de session moyen. C'est-à-dire de temps de durée d'utilisation moyen de l'application. Et en hiver, on est plutôt vers 2 minutes 40, 2 minutes 45. Mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'en moyenne, les gens restent 3, 4, 5 minutes sur l'app, quoi, tu vois. et c'était vos objectifs Par d'avoir session. autant d'utilisateurs qui restent aussi longtemps. Ça, c'est un truc de fou parce que du coup, maintenant, on est capable de mettre en place un peu une système publicitaire sur l'application. C'est-à-dire, en gros, la capacité de trouver des sponsors pertinents que du coup, tu vas intégrer dans les pépites parce que du coup, bah, c'est comme si tu étais une forme d'application ou de jeu mobile ou de réseau social. Bah, en fait, les gens sont dessus, donc tu leur mets de la pub, quoi, tu vois. Autre projet, tu as cofondé Élise en 2022 pour la présidentielle, une application politique qui a fait beaucoup de bruit. Comment l'idée vous est venue? On y revient. C'est l'idée de Greg Cascara. L'idée de Greg Cascara. J'ai fait ça avec Greg Cascara, François-Marie et Gaspard G. Que les gens connaissent surtout Gaspard G, qui est un très gros youtubeur et un bon ami. En gros, toute la thèse qu'il y avait derrière l'idée de Greg, c'était de réussir à faire un outil qui vulgarise massivement les programmes. Et c'est après A4 qu'on a vraiment commencé à bâtir les questions de swipe, les questions de classement, les questions de podium, les questions de pourcentage de fit et tout. Et en fait, nous, notre thèse, c'était de se dire, si jamais on arrive à faire un vrai gros coup avec Élise, on mettra les programmes au cœur des discussions de la campagne. Et ça n'a pas manqué. Alors nous, entre nous, on disait, mais imagine, on fait 1 million de téléchargements. Enfin, on n'en rêvait pas. C'était une blague, quoi, tu vois. Pour nous, c'est bon, on faisait 300 000 utilisateurs, on était les rois du monde. On a terminé à 3,6 millions de téléchargements et d'utilisateurs à la fin de la campagne. Et on a constitué, avant qu'on supprime la base de données, parce que la base de données, on nous a reproché de l'avoir mal collectée, de ne pas être RGPD friendly, donc on l'a supprimée, purement et simplement. On n'a pas gardé les données, parce que beaucoup de gens nous ont demandé. Mais on l'a supprimée à 1,7 million d'utilisateurs à ce moment-là. Et à ce moment-là, il y a un gars qui nous a dit, vous avez constitué en 6 semaines la plus grosse base de données de l'histoire de la politique française. Ça a eu un impact incroyable. En fait, c'est la compréhension fine de tous les sujets parce que nous, on était capables, on l'a jamais fait. Malheureusement, moi, je reste un peu triste qu'on ait supprimé cette base de données parce que ça aurait été une mine d'or de compréhension de la France, tu vois. Mais on était capable de dire, si jamais tu es contre le nucléaire, le pourcentage de chances que tu sois contre, l'élevage industriel, tu vois. Et du coup, tu pouvais créer des liens d'opinion entre différents sujets. C'était une espèce de...
c'était de la connaissance à C'était l'état une pur, mine quoi. d'or pour un futur C'était candidat. Ouais, mais moi, je le voyais même pas comme ça. Moi, je le voyais vraiment en mode genre, Non, je te c'était dis ça parce que les réseaux sociaux, maintenant, c'est vachement au milieu des campagnes présidentielles. tu vu On Trump, c'est un influence. délire, Voilà, hein. exactement. Je fais référence à ça. Et t'imagines si tu tombes sur cette base de données où tu sais que là, tu vas aller voir des antinucléaires. À 90% de chance, ils sont aussi anti-avortement. Je donne une connerie. Ouais, et du coup, pour prendre l'exemple, mettons que si t'es anti-nucléaire, t'es anti-abattage industriel. Bah, du coup, tu vas avoir des gens dans une asso anti-nucléaire et tu vas leur parler aussi de la cause animale. Et du coup, ils sont vraiment parfaits pour moi. Enfin, bref, tu peux entrer dans un truc de fou avec ça. Mais c'est juste que je trouvais que ça intéressant parce que du coup, on comprenait enfin un peu les briques de pensée qui sont chez les gens. Parce que tu sais, une espèce de pensée un peu, je sais pas trop pourquoi c'est lié, mais c'est lié quand même, tu vois. On parle de climat et de justice sociale. Pourquoi? Alors, la raison profonde, ça intéresse les gens, c'est que, bah, en fait, tu peux pas avoir de climat sans justice sociale parce que les premières personnes qui vont subir le réchauffement climatique, c'est les personnes qui ne peuvent pas s'en protéger, donc les personnes qui sont en grande situation de précarité. Mais ça, de loin, ça paraît pas du tout évident. Monsieur, madame, tout le monde, tu lui dis justice sociale et climat, il est en mode deux sujets différents, frérot. C'est très vrai. Et d'un côté, c'est un peu vrai, c'est quand même deux sujets qui sont pas les mêmes, mais c'est lié par différents aspects. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant d'aller chercher. Mais si tu peux pas t'acheter une voiture électrique, tu peux plus aller dans la ville. Et ça touche, encore une fois, Exactement. les précaires. Juste, Élise, rapidement, c'était un Tinder de la politique, en quelque sorte. Ouais, c'est Tu ça, swipais les de programmes. droite, gauche. En gros, je dirais plus que c'est un test de personnalité des programmes. Quel est le programme qui fit avec mes idées? Et c'était ça l'objectif. Et c'est très marché, je suis très content. Ouais. En 2027, ça revient. Je n'ai pas discuté avec les gars, mais il faudrait qu'on se pose dessus. Je pense que Gaspard et moi, c'est devenu un peu moins notre prio en ce moment. Et puis j'aurais l'impression, enfin, peut-être c'est très prétentieux dit comme ça, donc je n'ai pas envie de se mal interpréter, mais j'aurais peut-être l'impression qu'on a un peu stagné, quoi, en fait, tu vois. De refaire 5 ans plus tard la même chose, tu vois. Alors après, s'il faut juste mettre l'outil à disposition, ça c'est pas très compliqué, tu vois. Mais après, il faut les équipes pour gérer. Enfin, c'est quand même pas simple, hein. Il y a quand même beaucoup de monde derrière le projet, en vrai. Tu penses qu'il va y avoir un vrai changement comme ça, des applications, des plateformes qui vont avoir un impact sur les prochaines élections présidentielles, par exemple? Je crois alors peut-être, on n'est jamais à l'abri de ça. Moi, je crois beaucoup plus à ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire l'impact en gros des réseaux sociaux. Et quand je dis réseaux sociaux, c'est pas dans le sens les réseaux sociaux, c'est du militantisme. En gros, des gens qui vont dire sur les réseaux sociaux, faut voter un tel ou faut voter une telle, quoi. En gros, ça, j'y crois beaucoup. Plus la mobilisation des antisystèmes. Je pense que l'élection de Trump, c'est l'élection des antisystèmes. Ils sont moins nombreux en France qu'aux États-Unis, mais ils existent et ils pèsent un poids de plus en plus grand dans l'électorat. Alors là, depuis que le déficit budgétaire a dérapé en France, ils ont même explosé en termes de nombre. Et ça, pour le coup, je pense qu'aujourd'hui, aucune personnalité politique n'incarne ces antisystèmes. On va dire un peu ceux qui ont été gilets jaunes, qui maintenant sont devenus un peu antipolitiques. Tu vois, tous ces trucs-là où tu peux retrouver pas mal de gens qui vont des entrepreneurs un peu libertariens aux anciens gilets jaunes qui en ont marre de se faire déconsidérer de l'État. T'as, je pense, quand même un gros momentum là-dessus. La personnalité qui arrivera à vendre une forme de un peu de souverainisme, un peu de vision pouvoir d'achat, précarité, tout ce que tu veux, et une vision un peu anti-système. Je pense que c'est quelqu'un qui aura un gros potentiel de candidature. Est-ce que tu crois à l'influence, à la recommandation? On a beaucoup parlé de Taylor Swift, avec Kamala Harris, etc. Finalement, C'est une bonne question. C'est super difficile, ça, pour le coup. J'ai un peu toujours l'impression que ça va jamais. Enfin, tu vas jamais convaincre qui que ce soit avec quelqu'un comme ça ça. s'est fait en France, cela dit, pour Nicolas Sarkozy. Il y a pas mal de personnalités à l'époque qui l'ont soutenu, même Macron. Hein, mais, Ouais, je sais, mais Et finalement, ça les a pas toujours servis plus moi, tard. je pense que des personnalités intellectuelles, ça peut. Mais intellectuelles, même intellectuelles très grand public, hein. Des écrivains, des philosophes, des journalistes, enfin, en gros, des personnalités un peu, on va dire, grand public, mais sur des sujets un peu intello. Je pense que ça a du poids. Je pense que des personnalités du monde de la culture, dans le sens artistique, j'ai plus de mal. Enfin, tu vois, imaginez que, je sais pas, un Vianney ou un SDM aurait un impact sur l'élection. Ça, j'ai vraiment du mal à y croire. J'ai plus Louane. l'impression que les gens seraient en mode, mais ils auraient plus à perdre eux qu'ils ne feraient gagner qui que ce soit. Je pense que Squeezie en est bien la preuve, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, C'est vrai. une Salomé Saké, ou un peu, on va dire, son pendant, qu'est-ce que ça peut être, son pendant, je sais pas, Geoffroy Lejeune, par exemple, je pense que eux ont du poids auprès des gens qui les suivent.
Une Camille Etienne, pareil, un Hugo Clément, tout ce que tu veux. Ça a beaucoup de poids. Je pense qu'un Florent Pagny ou un Mbappé, je trouverais ça. Moi, à titre perso, je trouverais ça ridicule. Et Florent Pagny et Mbappé descendraient plus dans mon estime qu'ils me feraient augmenter de chances de voter pour le candidat qui me dirait d'aller voter, tu vois. Ouais, ça fonctionne pas en France. Ouais. Pas pour le moment. Mais ça fonctionne pas trop aux États-Unis. Hein. Tu regardes Kamala Harris, elle s'est fait beaucoup reprocher d'avoir Jennifer Lopez qui la soutenait parce que les gens ont dit parce que Jennifer Lopez est l'ex de Puff Daddy. Donc elle a dit moi je vous recommande d'aller voter Kamala Harris et tout. Et il y a des gens qui ont tweeté en mode bah oui, quand tu nous recommandes quelqu'un, ça donne ça. Et là je pense que tu perds même des votants, quoi, tu vois, limite. J'ai préparé 10 questions pour toi. Ouais. Je voulais les placer au milieu de l'interview. Tu me réponds. Alors, je me suis inspiré du crayon, en quelque sorte. Bien sûr. Tu me réponds par oui ou par non. Tu peux rajouter une petite explication. Avec Je pense plaisir. qu'on aura besoin des fois. Vas-y. Et si t'es prêt, on y va. Vas-y. Est-ce que le crayon pourrait devenir un jour plus influent qu'un grand média traditionnel? Ah oui, j'en suis convaincu. Est-ce que tu as déjà regretté une interview ou un débat diffusé sur le crayon? Oui. Oui, j'en ai regretté plusieurs. Je ne les citerai pas pour pas manquer de respect aux gens qui ont participé. Mais oui, je pense qu'on a fait des erreurs de casting, on a fait des erreurs de cadrage. Mais en fait, tu t'accomplis rien si tu testes pas. Donc oui, on a fait des erreurs. Est-ce que tu envisages un jour de vendre le crayon? Je vais dire oui parce que le nom est trop définitif, mais c'est clairement pas l'objectif, c'est clairement pas au planning. Tu vois. Sinon, on ressortira la vidéo plus tard. T'avais dit non. Non, mais c'est surtout parce que tu sais jamais de quoi la vie est faite et tout ce que tu veux, mais pour l'instant, c'est clairement pas au programme. Est-ce que tu penses que les médias digitaux peuvent tuer à terme les médias traditionnels? Non, je pense qu'ils peuvent les battre, les tuer jamais. Ils auront toujours une grosse caisse de résonance, la télé et la radio, pour tout un tas de raisons. Déjà, quand même, l'historique des marques, l'historique des compétences, l'historique du réseau et tout. Mais non, en revanche, je pense qu'ils peuvent les battre. Ça, pour le coup, oui, complètement. Je pense qu'aujourd'hui, Brut, Hugo Décrypte, un peu moins le reste, mais commencent à être de sacrés players face aux médias traditionnels. Est-ce que tu penses que les médias traditionnels manipulent parfois, volontairement, l'opinion publique? Les médias traditionnels, non. Des gens qui y bossent, sûrement. Mais c'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est vraiment important parce que parfois, les gens, ils mettent tout dans le même sac. TF1 ou M6 ou BFM ne sont pas créateurs et producteurs de chacun des contenus qui y sont diffusés. Alors, ils les valident, il n'y a pas de sujet. Mais je dis ça parce que parfois les gens confondent. Typiquement, moi je suis sur M6, dans la grande semaine, c'est pas M6 qui produit. C'est le Winterprod, la boîte de prod d'Hugo Clément, qui fait Sur le front ou Quelle époque, par exemple. Donc si jamais, il se passe rien comme ça à la grande semaine, mais si jamais à la grande semaine, il y avait moi, je voulais manipuler un truc et dire un truc exprès faux pour mal influencer les gens, tout ce que tu veux, bah ça serait entre guillemets de ma faute, puis de la faute de Winter, puis de la faute de M6. Mais pas dans le sens inverse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Très bien. Est-ce que tu as déjà reçu des pressions politiques à cause du crayon ou de Élise? Élise, beaucoup en peu de temps, oui. Le crayon, oui, certaines, mais qui n'ont jamais donné la moindre suite. Élise, par exemple? Élise, par exemple, des candidats qui nous disaient vous pouvez pas publier notre programme alors qu'on l'a pas encore rendu public. On leur a répondu il n'est pas rendu public à 3 mois des élections, c'est votre problème. Très bien. Ils n'étaient pas contents, mais on était très contents. Le crayon est-il un média d'extrême droite? Ben non, évidemment que non. Non, mais il n'est pas média d'extrême gauche non plus, parce que d'autres gens le disent. Hein. Les gens ne se rendent pas compte. On a des commentaires en disant le crayon, ça le wokiste. Enfin, il n'y a que les gens de gauche qui pensent que les gens pensent que le crayon est d'extrême droite. Hein. Les gens de droite, ils pensent que le crayon est un média centre-gauche, bourgeois marketeux parisien, quoi, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc que les gens, ils sont dans leur bulle, tu vois. Donc ils pensent, encore une fois, je reviens au côté, la France est un pays cartélisé. J'aurais pu dire d'extrême gauche. Hein. Ouais, mais Fallait en trouver non, on fait ce qu'on peut pour accueillir le maximum de Français chez nous. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on peut toujours créer un média rentable sans faire de polémique? Oui, bien sûr. Même des médias très spécialisés, surtout, tu vois. Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle pourra remplacer un jour les journalistes? Ça remplacera un volume de journalistes. On passera de 2000 journalistes à 1000 journalistes, mais on ne remplacera pas le journaliste individuellement, quoi. Et puis ceux qui incarnent, non, je pense pas. Dernière question, un peu plus... parce que je te connais dans la vie. Est-ce que tu penses que les crypto-monnaies pourront un jour remplacer les monnaies traditionnelles? Je pense plus que les crypto-monnaies deviendront une forme d'or ultime. Donc ça sera, oui, effectivement, un concurrent des monnaies. Ça, j'en suis convaincu. Ça l'est déjà, ça commence tout petit peu. En revanche, je pense que oui, les monnaies ont du souci à se faire face au Bitcoin. Ça, j'en suis convaincu. Et face au Bitcoin, pas au crypto. Il n'y a pas deuxième meilleur crypto. Il y a le Bitcoin et il y a des cryptos. Mais il y a le Bitcoin et des cryptos. On va y revenir.
Je t'ai invité ici aussi parce que tu es entrepreneur. Ouais. C'est ce qui m'intéresse par-dessus tout. Je suis même d'abord et avant tout entrepreneur. Exactement. Cette idée d'aller au bout de ces projets, surtout, c'est ce que tu disais au milieu au début du podcast, pardon. Quelle est pour toi la partie la plus difficile de l'entrepreneuriat? En vrai, c'est un truc que beaucoup d'entrepreneurs me reprocheraient de dire parce qu'ils diraient que du coup, je suis pas prêt pour le jeu de l'entrepreneuriat, mais je le dis quand même. J'arrive jamais à m'en remettre de ça, c'est l'incompréhension. On en parlait un tout petit peu en off sur le côté le crayon qui est considéré d'extrême droite, d'extrême gauche, d'extrême centre, bourgeois marketeux, enfin le côté en mode genre des gens qui veulent absolument nous accoler des noms négatifs, tu vois, dessus. Et il y a des gens, je sais que c'est juste pour nous nuire. Ça, je le sais. Il suffit que je dise que Social Cut, c'est une agence nulle. J'ai aucune preuve, mais il suffit que je le dise pour que ça vous nuise. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc ça, c'est un truc que ok. Mais il y a plein de gens qui sincèrement pensent qu'on est d'extrême gauche, qui sincèrement pensent qu'on est d'extrême droite, qui sincèrement pensent qu'on est des bourgeois marketeux. Enfin, et quand tu donnes autant d'énergie, quand tu donnes autant de temps et de concentration sur ce que tu fais, c'est hyper blessant. C'est vraiment le mot, c'est hyper blessant quand tu as des gens qui vont en une phrase donner un avis définitif sur ce que tu fais, alors que tu es en mode, mais en fait, t'es gentil gros. Donc C'est voilà. réducteur. Réducteur, c'est même pas le mot, c'est vraiment le côté incompréhension, tu vois. Qu'on dise que nos débats sont nuls, moi j'ai pas de problème. Mais qu'on dise en gros c'est comme ça, t'es en mode non, tu vois. C'est comme si, je sais pas, je disais, je prends une marque un peu que tout le monde connaît, Coca c'est de la merde. Oui, mais en fait, ta gueule, gros. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, t'en sais rien, t'as pas une seule foutue idée du processus industriel pour faire tout ça, du processus marketing, du processus de logistique, de la recette. T'en sais rien. Tais-toi, quoi, vraiment, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc, ça c'est le truc le plus dur pour le coup que moi, enfin, en tout cas, avec lequel je deal. Tout le reste, j'ai pas de problème, le stress, l'incertitude, même les critiques, ça vraiment, j'ai aucun problème. Mais vraiment, l'incompréhension des gens, tu vois. Quand les gens disent un truc, ça te paraît tellement erroné sur ce que tu fais que c'est sûr qu'ils n'ont pas à regarder, tu vois. Et le fait que des gens puissent parler très bruyamment sur leurs réseaux sociaux de ce que tu fais, mais c'est pas seulement le crayon, hein. Élise, ça a été pareil, la Founders Night, ça a été pareil. Euh, j'ai des potes dont les boîtes, c'est pareil et tout. Où t'es un peu en mode genre, tu peux pas balayer d'un coup de main de manière très bruyante le travail que les gens font au quotidien, tu vois, en vrai. Et les qualités essentielles pour être entrepreneur? Prendre des coups? Ouais, pas avoir peur de se planter, je pense. Franchement, pas avoir peur de se planter, c'est le plus important. Parce que entre le génie et le four absolu, il y a souvent pas beaucoup d'écart. Et il y a d'ailleurs il y a beaucoup plus d'écart entre le truc moyen et le coup de génie qu'entre le truc débile et le coup de génie. Enfin, c'est ça mon avis. Donc voilà, faut essayer de penser un peu à contre-courant des choses, quoi. Et après, c'est cool ce qu'on essaie de faire. Mais je sais pas, j'ai vu tellement d'entrepreneurs réussir qui avaient des profils, des systèmes de pensée, des fonctionnements différents, que c'est trop dur de créer un pattern. Mais quand même, le fait de prendre des risques. Le fait de prendre des risques. On idéalise beaucoup l'entrepreneuriat ces dernières années. C'est très vrai. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire, tu vois, à quelqu'un qui regarde des vidéos où on dit qu'il faut des morning routines, des douches froides, etc. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière la vie d'entrepreneur? C'est une bonne question. Moi, je pense que la raison pour laquelle tout le monde pense que tout le monde a une espèce d'énorme FOMO, voit l'entrepreneuriat comme un truc méga sexy et tout, c'est que les deux personnes les plus bruyantes sur l'entrepreneuriat, c'est ceux qui te vendent des formations pour être entrepreneur. Donc, ils vont pas te dire que c'est nul, vu que littéralement, c'est leur business, tu vois. Et les autres, c'est ceux qui ont tout donné et qui ont même parfois sacrifié beaucoup de choses à titre personnel pour pouvoir réussir. Et là, je vais prendre même mon exemple perso, tu vois. Donc, en fait, tu es complètement biaisé. Parce que tu as d'un côté ceux dont qui c'est le business, l'autre de qui c'est le sacrifice de vie, même si c'est que à court terme, tu vois. Donc forcément, tu es complètement biaisé. De l'autre côté, la réalité de la vie d'entrepreneur, c'est le stress de se tromper, le stress de mourir, pas physiquement, mais de voir sa boîte mourir parce que tu t'es trompé, et le stress de avoir raison et gagner et quand même se faire copieusement critiquer, mépriser, tout ce que tu veux. Il y a un gros sujet, par exemple, nous, avec le Surligneur, on accompagne beaucoup les entrepreneurs dans le développement de leur visibilité, relations presse, LinkedIn et Insta TikTok. Personal branding. Personal branding. Et il y a un truc de ouf que je remarque, c'est que beaucoup, pas tous, mais allez, vraiment bien 25-30% de nos clients, leur première porte d'entrée, c'est j'ai une boîte qui cartonne et les gens soit me méprisent, soit me reconnaissent pas à ma juste valeur. Enfin, en gros, globalement, tout le monde s'en bat les couilles de ce que je fais. Et t'es en mode, c'est violent. T'imagines, tu donnes corps et âme à une boîte pour qu'elle fasse 5, 10, 15, 20 millions de chiffre d'affaires. Et tout le monde est là en mode, c'est cool ta vie, tu vois. C'est violent à vivre. Tu te donnes
tellement que les gens t'applaudissent, parce que beaucoup de gens font ça pour ça, même moi un peu en partie, je pense toi aussi un peu en partie, tu vois. Tu fais ça aussi pour qu'on te dise putain, bravo, c'est cool, tu vois. Ça fait du bien d'entendre ça quand tu te donnes du mal. Et Un peu d'ego trip, tu penses? mais c'est même pas de l'ego trip, je pense que c'est une forme de reconnaissance, tu vois. Il y a une différence entre Logan c'est le meilleur, Valorant c'est le meilleur, et t'as fait du bête de travail. C'est pas la même chose, tu vois. Et là, vraiment, t'as fait du bête de travail. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent par nous. Alors, ils ont des objectifs business évidents, mais ils te disent ah, et en plus, ça ferait plaisir quand même d'envoyer un petit message à la famille, un petit message aux potes, un petit message à mon écosystème en mode genre il y a une patronne ou il y a un patron qui se donne du mal, tu vois, en gros. Et ça, je trouve ça intéressant parce que les gens se rendent pas compte que tu pourrais emmener les gens jusqu'en enfer en les félicitant, en fait, tu vois, en vrai. Ils seraient prêts à te suivre jusqu'au bout, jusqu'aux batailles les plus hardes. Si jamais tu les valorisais, tu montrais que c'est bien ce qu'ils font. C'est tellement important. Je veux dire, les gens ont besoin de si peu d'encouragement pour faire des grandes choses. Genre, ça m'assassine, en fait. Je comprends même pas comment on peut pas avoir une culture plus tournée vers la prise de risque en France. Les gens ont besoin de si peu d'encouragement pour faire des grandes choses. Et ça, je trouve ça trop dommage. Et tu le sais bien parce que on l'a bien vu avec Elian et tout ce qu'il fait sur le harcèlement scolaire et tout ce que vivent des jeunes à qui on dit t'es trop gros ou t'es trop moche ou t'es trop gay ou t'es trop intello, tout ce que tu veux. Ça détruit des gens alors que juste tu remplacerais ça par putain, c'est stylé ça. Tu crées des vocations, tu crées des carrières, tu crées une valeur inouïe pour un pays. Tu vois. Je sais pas, les gens ils préfèrent rabaisser les autres que se rehausser eux-mêmes, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Donc la qualité essentielle, Prendre des risques, affronter les critiques, se battre, quoi. c'était la partie la plus difficile et la qualité, du coup. Ouais. Bah ouais, c'est souvent d'ailleurs le pendant, hein, tu vois. En vrai. Qu'est-ce qui fait que tu tiens pendant la tempête? Bah, c'est que t'as un peu une tête brûlée, tu vois, en vrai, dans le fond. Et puis c'est toujours pas pareil de monter une boîte très ambitieuse ou même un peu ambitieuse et monter une boîte chill de faire une forme de salariat mais version version entrepreneuriat, tu vois. Donc une petite boîte qui tourne, un petit soloprenariat ou un petit freelance qui tourne, c'est pas la même chose que bâtir une boîte ambitieuse où tu veux tant de croissance tous les ans et tout, quoi. Tu as parlé rapidement des infopreneurs. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que tu bosses avec certains, Ouais. tu produis des émissions avec le crayon, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui? Ça prend beaucoup de place. Très souvent, j'entends des avis très tranchés là-dessus Ouais. aussi. C'est une bonne question. Moi, je trouve que mieux vaut eux que personne, déjà. C'est important de le dire. C'est mieux vaut les infopreneurs qui parlent d'entrepreneuriat que personne qui parle d'entrepreneuriat. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est le mec qui fait le politique. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire, monsieur Barret. Je vais vous le dire. Donc, première chose, c'est mieux qu'il y ait des gens qui parlent d'entrepreneuriat que des gens qui n'en parlent pas. Deuxième chose, c'est tout n'est pas à mettre dans le même sac. Je ne mets pas du tout dans le même sac Yann Piette, Yomi Denzel ou qu'est-ce que je prends d'autre comme exemple ou Justine Roy, Margot Cunego. Je les mets pas du tout ou Jérémy Coleman, que j'aime beaucoup aussi. Je les mets pas du tout dans le même sac que d'autres dont je citerai pas le nom, mais dont vraiment la promesse c'est ah si toi tu veux gagner de l'argent. Qui est moi un truc avec lequel je suis pas du tout à l'aise. Et je suis pas du tout à l'aise pour une raison toute simple, c'est que ça attire des mauvaises personnes vers l'entrepreneuriat et pas des mauvaises personnes en mode elles sont pas dignes d'entrepreneuriat, mais des personnes qui sont pas prêtes pour le choc que ça peut être de passer dans une vie où c'est toi qui prends tous les risques. Et donc ça, je trouve ça dangereux. Premier degré, c'est une histoire vraie. Je connaissais un type qui a une entreprise de vendeurs de formation. Donc c'est vraiment en mode genre, eux, ils vendent les formations de formateurs, tu vois. Leur but, c'est de closer des gens. Ok, d'accord. C'est eux qui gèrent la partie. Commercial des formations de formateurs en ligne, tu vois. Tu réserves un appel, c'est eux Exactement. qui répondent. Ok. Et il m'a dit, en se marrant et avec fierté, haha, j'ai permis à des gens de s'endetter pour acheter telle formation. Et j'étais en mode genre, c'est glauque. C'est juste glauque. Je n'ai pas d'autre mot. J'étais en mode, t'es content, fils de pute, t'es vraiment une merde. Tu vois. Enfin, t'es juste une grosse merde. Enfin, j'ai pas d'autre mot. C'est juste une grosse merde. T'as convaincu quelqu'un de s'endetter pour une formation dont on n'est pas certain de la valeur et du ROI. Je suis un peu mal à l'aise. Le fait que des gens de leur propre chef s'endettent pour acheter une formation parce qu'ils y croient, j'ai aucun problème éthique avec ça. Et même si on me demanderait mon avis, je dirais si tu y crois, vas-y. Que quelqu'un te pousse à le faire, moi je suis. Ah, ça me cringe. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais sinon, il y a un tel besoin d'éducation, je veux dire, on le voit bien tous les jours.
Les gens comprennent rien à l'IA, les gens comprennent rien aux réseaux sociaux, les gens comprennent rien à la vente, les gens comprennent rien au marketing, les gens comprennent rien aux ads, métiers digital. Enfin, il y a des gens à former en batterie sur un nombre de jobs, mais incalculable. J'espère bien qu'il y a des gens qui les forment. Et aujourd'hui, les écoles remplissent plus leur rôle là-dessus. Faut se dire la vérité, il y a combien d'écoles de commerce qui te forment au media buying, à l'influence, à la vente, au SEO, à toutes les techniques de vente qui touchent au digital. Mais personne, aucune. Ou avec un train de retard en général. Ouah, avec un sacré train de retard, hein. Ils ont toujours pas passé la vague 2020. Je dis l'influence, c'est arrivé dans les écoles de communication très tard. Et c'est même pas dans les écoles de commerce. Donc ils ont un rôle à jouer quand même, ces infopreneurs. Bah ouais, pour moi aujourd'hui, les infopreneurs, c'est les écoles que t'as pas. Et en revanche, je fais vraiment une grosse distinction entre si toi tu veux gagner de l'argent et le je te forme à tel métier. Je prends l'exemple de Justine Roy, Jutoun, sur les réseaux sociaux, qui forme des gens à être community manager. Bah, tu la payes, elle te forme à être community manager, puis elle t'aide à trouver des deals pour bosser en freelance sur community management. Il y a des gens qui trouvent ça mal comme système. Enfin, je comprends pas. Potentiellement beaucoup moins cher aussi qu'une école de commerce. Ah non, mais c'est pas potentiellement. C'est beaucoup moins cher qu'une école de commerce, point. Point. Ah ouais. Mais bon, t'as le diplôme d'État, on sait pas trop ce qu'il vaut aujourd'hui, mais t'as le diplôme, quoi. Il y a du bon et il y a du mauvais, quoi. Bah, aujourd'hui, quand tu fais payer quelqu'un 50K pour 50 ans de temps de sa vie, parce qu'il y a en plus le temps à passer dessus, pour un diplôme qui aujourd'hui a plus une grande valeur, or pas toutes les écoles, mais certaines écoles, t'as intérêt à être sûr. Hein. Parce que moi, les 50K, je les investirais sur moi-même avec un temps libre. Hein. Je n'ai pas fait d'école payante, moi, mais c'est même mes parents me disent aujourd'hui, alors, avec tout ce que je sais aujourd'hui, hein, j'ai 27 ans, donc je suis plus âgé de ce que tu veux, mais si mes parents me disent aujourd'hui, on te permet de t'endetter à 50K pour faire une école de commerce pas folle, où on te donne cette même argent, ou on t'endette de cet même argent, et tu as 5 ans libres pour te former avec cet argent-là, mais tu t'imagines la brute que tu deviens si tu es un peu responsable de toi-même et que tu te chauffes et que tu fais vraiment des trucs. Tu peux devenir un monstre en IA, un monstre en contenu, un monstre en marketing, un monstre en ads. Enfin, tu peux devenir un monstre dans tellement de domaines. Moi, je rêverais de refaire mon éducation comme ça. Vraiment, ça c'est peut-être un des plus gros regrets de ma vie. Je rêverais d'avoir 3 à 5 ans avec 30-40 cas de budget pour pouvoir me former sur tous les sujets. Je me serais formé au code, par exemple. Qu'est-ce que je regrette de ne pas savoir coder? Enfin, je sais coder un petit peu, quoi, mais je sais faire du HTML et avec avec de l'aide de ChatGPT, quoi. Tu vois, c'est quand même... Valise et puis c'est tout. Ouais, c'est quand même vraiment pas fou, quoi. Tu vois, c'est quand même vraiment pas fou. Et donc, ça me frustre beaucoup. Ouais, effectivement. Puis les infopreneurs ont quand même réussi à créer des communautés, ce que tu retrouvais finalement dans les écoles de commerce, à te former sur des compétences parfois clés. Donc on retient, il y a du bon et du mauvais. Et je voulais parler du fait que tu étais chroniqueur dans les grandes gueules, la grande semaine maintenant sur M6. Juste rapidement, parce que sinon on va pas y arriver. Comment est-ce que tu as eu ces opportunités de te retrouver à la télé et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Alors, c'est un peu le hasard. En gros, il y a un gars qui en gros, est un recruteur du monde de la télé. C'est-à-dire que c'est à mi-chemin entre un producteur, un recruteur, ce que tu veux, mais qui est incentivé parce qu'à chaque fois que lui, il valide des profils, il gagne de l'argent comme ça. Donc, si jamais il trouve des gens pas bons, le mec, il va pas faire long feu. Bref. Et il me voit sur BFM Business où je commence à être un peu invité. Il trouvait que j'avais un ton un peu marrant, un peu provoque. Enfin, il aimait bien un peu le personnage du truc. Tu vois, il trouvait que j'étais assez fluide sur les sujets. Donc, et après, du coup, il a commencé à regarder ce que je faisais. Il a vu mon intervention face à la première ministre. Il a vu pas mal de trucs que j'avais fait du crayon. Et il était en mode putain, il est cool ce gars. Je suis assez chaud de le prendre et tout. Il me présente aux producteurs des grandes gueules. En 30 minutes, les producteurs des grandes gueules étaient en mode ok, let's go. Tu vois, ils ont trop kiffé le ton et tout ce qui va avec. Donc, j'ai fait 1 an aux grandes gueules. Où j'étais le plus jeune de l'émission, avec un peu une voix, on va dire, réseaux sociaux, pro-innovation, plutôt libérale et tout. Et c'était très très cool. Et après, ce même gars m'a dit, bah là, avec M6, on lance la grande semaine, ça va être ouf, et les gens de ouf. Et moi, j'étais en mode, bah trop bien, moi, moi c'est le mec que je suis, de toute façon. Donc, il me dit d'aller là, moi j'y vais. Hein. S'il me disait d'aller ailleurs, je pense que je le suivrais aussi. C'est en lui que moi j'ai ma confiance. Il s'appelle Nicolas, d'ailleurs, si tu passes par là, Nicolas, je t'embrasse, tu vois. Et il a eu confiance en moi. Et parfois, c'est aussi ça les coups du destin, tu vois. Genre, tu donnes énormément d'énergie, tu donnes énormément de mal, t'as pas trop de résultats. Puis à un moment, t'as un gars, il croit en toi sur un truc et tu vois. C'est trop cool. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Beaucoup de connaissances. Je comprends du coup, maintenant, je comprends beaucoup mieux le milieu de la radio avec les grandes gueules, mais dans le milieu de la télé. Moi, je me vois un peu comme constamment en formation, en fait. Je suis constamment en train d'apprendre des trucs. Donc, j'ai appris plein de trucs sur la télé. J'ai appris plein de trucs aussi sur la rigueur journalistique que tu as dans les grands médias. Enfin, plein de choses qui nous apportaient des choses de ouf sur le crayon. En plus, évidemment, des contacts. Les contacts, c'est quand même toujours la folie, quoi, tu vois.
depuis M6, depuis la rentrée, du coup, Ouais, qui t'apporte c'est quelque trop chose de cool. différent par rapport aux grandes gueules quand même. C'est un peu moins. C'est un peu plus, c'est un peu plus, je sais pas comment dire ça, c'est un Plus peu calme. plus calme, c'est un peu plus société, ça parle à des audiences auxquelles j'ai moins l'habitude de parler aussi, donc c'est très intéressant. Les grandes gueules, j'étais dans mon élément, c'est une radio de débat, donc j'étais dans mon élément. Là, c'est plus intéressant, j'ai un travail de plus grande rigueur, je dois écrire un peu mes chroniques aussi, enfin, c'est comme un autre game, et franchement, c'est très cool, j'apprends plein de trucs. Tu découvres autre chose. Ouais, je découvre autre chose, vraiment. On se connaît dans la vie, je l'ai dit plein de fois. La dernière fois, on était au restaurant à midi et tu m'as parlé du Bitcoin avec une passion Ah ouais, très forte. c'est ouf ce qui se Et passe. je me suis dit, il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qui te fascine par le Bitcoin? Est-ce que tu peux nous raconter? Tu m'as dit, si je résume bien, c'est l'un des investissements sur lequel aujourd'hui je place le plus d'espoir. C'est celui vraiment que je suis à fond. Ouais, de ouf. Bah, en fait, il y a un graphique dans les cryptos qui dit tu crois au Bitcoin en proportion du nombre d'heures que tu as passé à l'étudier. Tous les gens qui ont passé beaucoup de temps à l'étudier sont tous convaincus que c'est la révolution monétaire que tout le monde attendait. Donc, tu vois, c'est quand même puissant comme truc. C'est l'inverse qui est plutôt flippant. Si des gens ont passé énormément de temps à étudier, je sais pas, le véganisme et qui bouffent de la viande, pas sûr du projet. À l'inverse, si tout le monde qui étudie le véganisme est vegan, bon, c'est plutôt rassurant. C'est qu'il y a vraiment quelque chose à creuser. Tu vois un peu ce genre de mécanisme. Bah, c'est pareil dans le Bitcoin. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec le Bitcoin, moi, je pense que les gens l'ont compris, moi, j'aime les systèmes bien pensés. J'aime les systèmes justes, des systèmes où peu de gens peuvent prendre le contrôle et imposer leur volonté au détriment de l'intérêt de tout le monde. Et j'aime les systèmes où tu as le meilleur de ce que j'appellerais une forme de futur positif, de futur désirable, tu vois. Et le Bitcoin, c'est ouf. Le Bitcoin, c'est une supply illimitée. C'est-à-dire que, tu vois, typiquement, l'euro, tu vois, tu as n'importe quoi. Tu as 10 000 milliards d'euros en circulation. Bah, si jamais la Banque Centrale Européenne, elle imprime des euros, tu en auras 12 000 milliards. Donc, en fait, les euros que tu avais, ils valent moins. Et c'est ça ce qu'on appelle l'inflation. Bah, le Bitcoin, tu peux pas. Tu en as 21 millions, pas un de plus. Et il n'y en aura jamais un de plus. Et c'est impossible, technologiquement, qu'il y en ait un de plus. Donc, en fait, à partir du moment où tu as dit ça, ça veut dire qu'à partir du moment où les gens arrêtent de vendre, ça fait que monter. C'est aussi comme ça. Et après, moi, ce que je crois surtout avec le Bitcoin, c'est que ça peut devenir la monnaie mondiale que tout le monde attend. Donald Trump veut rendre les États-Unis moins interventionnistes à l'échelle du monde. Les BRICS veulent dédollariser l'économie. Quelle est la conclusion? Bitcoin, quoi. Si je suis pas convaincu, l'argument choc, juste un. Il se passe quoi si ça devient la monnaie de référence pour tout le monde? Ça serait qu'on ne peut en avoir au moins un peu. Bien. Moi, pour le coup, j'en ai pris. Moi, ça fait partie. C'est un gros pourcentage de mes investissements, pour le coup, le Bitcoin. Et Bitcoin, je le dis parce que parfois les gens ils sont en mode, Bitcoin, tu peux investir dans d'autres cryptos. Mais le truc qui vaut vraiment quelque chose, c'est le Bitcoin. Les autres cryptos, c'est pour Les autres s'amuser. cryptos, c'est autre chose. Les autres cryptos, c'est des utilisations de la technologie qui permet le Bitcoin. Mais c'est pas la même chose, quoi. Tu vois. Peut-être un peu plus niché aussi. En gros, si je prends un exemple, le Bitcoin, c'est Apple. Les autres entreprises, c'est les applications que tu as sur Apple, quoi, tu vois. Ok. C'est comme si, tu vois, c'est le truc central. C'est sans le Bitcoin, il n'y a rien. Tout ça, c'est du vent, quoi. Tu parlais de Donald Trump, les BRICS, etc. Est-ce que tu penses que la régulation que les gouvernements aimeraient bien peut-être un jour imposer autour du Bitcoin, les banques centrales européennes ou même américaines, pourquoi pas, est-ce que tu penses que ça pourrait changer un petit peu le rapport qu'on a avec le Bitcoin, peut-être le tuer même? C'est une bonne question. C'est sûr que ça porterait un coup et qu'en plus, comme comme le Bitcoin, c'est une forme de monnaie, bah, en fait, si jamais tes gouvernements ne l'acceptent pas, tu perds la confiance. Et comme la confiance, c'est la valeur ultime d'une monnaie, la monnaie vaut moins cher. En revanche, ce qui risque de se passer, c'est plutôt l'inverse. C'est que les États-Unis sont en mode « Oh putain, bah nous on en veut pas mal ». Et du coup, la Chine dit en mode « Attends, mais si les États-Unis en veulent, il faut qu'on en ait avant eux ». Puis après, du coup, l'Inde de se réveiller en mode « Bah rappons, moi aussi j'en veux un peu ». Et ça commence à devenir la course à l'échalote. Et à ce moment-là, si l'Europe dit « On régule », le reste du monde dira « Haha, fais ce que tu veux frérot, on s'en tabasse de ton avis ». Et ça, c'est un truc que l'Europe n'a pas compris, quoi. La Chine regarde du côté des US, les US regardent du côté de la Chine. Personne regarde l'Europe. Et ça, mais je pense que les Européens et a fortiori les Français n'ont pas mesuré ce qui est en train de se passer. L'élection de Trump, ça acte la fin du centre mondial autour de l'Atlantique. Maintenant, le centre mondial, c'est le Pacifique. Tu vois les planisphères qu'on a eu quand on était petit. Tu avais les États-Unis, l'Europe et la Chine, tu vois, en gros comme truc.
avec un peu l'Atlantique comme point central. Ouais, c'est vrai. Bah là, imagine une carte où en fait l'Europe elle est sur le côté et le point central c'est le Pacifique. Tout est une question de perception parce que par exemple en Chine, ils ont la Bah carte avec la ouais, Chine au milieu. mais je te le confirme effectivement, Logan. C'est juste que le truc, c'est que bah aujourd'hui l'Europe est plus assez puissante pour imposer ses standards. L'Europe est plus assez puissante pour imposer ses standards. Donc quand Christine Lagarde elle dit mon fils a perdu de l'argent en crypto-monnaie, on est en mode c'est cool ta vie Christine. Mais en fait la réalité c'est qu'on est sur la plus grosse révolution monétaire depuis littéralement le virement d'argent bancaire avec Internet, quoi. Donc il y a un moment où t'aimes pas, c'est pas grave, on te pose pas la question, en fait, meuf. Genre vraiment, c'est un truc qu'il faut comprendre. On est sur des fondamentaux monstrueux. Et d'ailleurs, des pays en ont. L'Angleterre a des bitcoins. La Chine a des bitcoins. Déjà, hein. C'est pas. Ils vont en avoir. Ils en ont déjà. Ne le faites pas si vous voulez, l'Europe. Moi, je le ferai. Avec ou sans vous. Enfin, c'est de la folie furieuse. Non, mais c'est de la folie furieuse. En gros, c'est comme si on disait. Ouais, mais l'IA, franchement, j'y crois pas trop. Bah, n'y crois pas trop si tu veux. Enfin, qu'est-ce que je te dis, ça va se développer sur toi. Enfin, les gens ont un peu ce truc où ils ont l'impression qu'ils décident sur les innovations. On peut dire j'aime pas l'IA ou j'aime pas les cryptos et le bitcoin. Ça, c'est OK. Mais dire j'y crois pas, mais en fait, on te demande pas ton avis. Et ça avance sans toi. Ouais, ça avance juste sans toi, en fait. C'est comme dire Internet, j'y crois pas. Bah, n'y crois pas, en fait. Enfin, juste le mec à côté de toi, il aura une vie meilleure grâce à Internet et pas toi. Et si t'es heureux sans, tant mieux. Mais dis pas, j'y crois pas. Enfin, c'est complètement fou. C'est vraiment complètement fou. C'est les gens qui expliquaient Disney+, j'y crois pas. Bah, Netflix, ça marche. Le catalogue Disney, il est bien. Bah, tu vois. Je parlais de passion. Non, mais Oui. en fait, c'est fou parce que je trouve ça fou, en fait, qu'on puisse, en tant que Français, être nombriliste au point de penser que déjà la voix de notre pays compte comme si tout le monde s'arrêtait pour nous écouter, ce qui n'est pas le cas. Mais si en plus de ça, un citoyen français allait pouvoir avoir cet impact-là sur le monde, non, faut se réveiller, les gars. Franchement. Et ça, là-dessus, moi, je suis pour qu'on se batte justement et que, comme tout ce que je disais, un peu esprit de contradiction depuis le début, bah on pousse justement pour qu'on soit fort et qu'on puisse avoir des trucs à imposer au monde sur l'écologie, sur le luxe, sur la technologie, sur l'agroalimentaire. Il y a plein de choses que la France a apportées au monde. Mais en revanche, il faut dégonfler le melon, quoi. Les gens, ils nous attendent pas. Et je le dis alors que je compte pas bouger de la France, hein. Moi, c'est mon pays, j'adore, hein. Mais les gens nous attendent pas, hein. Et d'ailleurs, t'écoutes le discours des gens les plus puissants en France, les Xavier Niel, les Rodolphe Saadé, ceux qui sont à l'Europe, enfin, vraiment les gens qui ont énormément de pouvoir. Ils te le disent tous d'ailleurs. Attention, hein, le monde nous attend pas du tout. Le monde va très 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 vite. La Chine va vite, l'Inde va vite, Corée, Japon, Taïwan, ça va vite aussi. Même tu commences à avoir des pays d'Afrique qui se développent vraiment bien. Tous les pays du Golfe, ils ont complètement entamé leur transition et leur révolution. Ça va vite, quoi. Ça va vite. On nous attend pas. On est lent, nous, tu penses? Alors déjà, on est très puissant. Et c'est aujourd'hui, on vit encore sur notre puissance d'il y a des dizaines, des centaines d'années. Donc ça, on est encore dans le coup. Mais tu t'attends encore 20 ans, on l'est plus. Ça, pour le coup, je suis certain. On a 20 ans devant nous pour redresser complètement la barre et refaire partie. Et que tu as un bloc Chine, un bloc Europe, un bloc US. Et que ces blocs-là soient de force équivalente. Aujourd'hui, on est clairement moins fort en tant que bloc que la Chine ou les US. En tout cas, les points les plus importants. Il faut qu'on se réveille. Il y avait un post d'un mec sur LinkedIn qui s'appelle Martin Pavanello, qui a monté une boîte qui s'appelle Mister IA. C'est un ami, je le salue. Il disait on n'arrivera probablement pas à créer le nouveau chat GPT parce qu'on n'a pas assez de budget et de capitaux sur la table par rapport à les États-Unis. Devenons au moins le pays ou les pays en Europe les mieux formés à l'IA. Ah, il a raison. C'est ça des bonnes idées, c'est ça des bonnes politiques publiques, tu vois. Enfin, voilà, c'est mon avis. N'engage que moi. Non, mais c'est bien, on voit la passion. Je ne deviendrai pas politique de toute façon, donc je préfère que donner mon avis, tu vois. Non, jamais. C'est trop dur. J'ai beaucoup d'empathie quand même pour ceux qui font le job, hein. C'est super difficile. Ça veut pas dire qu'ils le font bien, mais c'est quand même difficile. Non, mais tu vois, je te le dis un peu en off comme ça, mais c'est le travail est tellement immense que quand tu arrives dans une sorte de machine qui t'écrase, où tu dois te conformer un peu aux bonnes règles, et bien paraître dans les médias, etc., et pas paraître trop fou. Mais c'est pas les bonnes règles en fait, c'est ça tout le problème. T'as raison dans ce que tu dis. Non, mais c'est ce qu'on disait au début, tu vois, t'es dans un rouleau compresseur, je pense, quand t'es un politique, et tu te rends même plus compte de pourquoi t'es là ou de tes réelles motivations, quoi. Ouais. En même temps, c'est pas simple. T'imagines, tu fais carrière de la politique, c'est que ton salaire il dépend d'être un bon politicien, c'est pas simple. Tu parles pas de la même manière, tu prends pas les mêmes décisions.
t'évites de brusquer le cercle, comme tu dis. Enfin, tu vois. Et j'insiste cette notion de cercle, hein. C'est des cercles en fonction des domaines. C'est pas un grand cercle, ça n'existe pas. Tes objectifs, je dirais à moyen terme avec le crayon, le groupe, de manière générale. Que les gens se parlent, qu'on décriminalise la pensée, qu'on voit la possibilité de l'élection d'un parti comme le RN comme le vrai signal d'alarme, euh, parce qu'il est considéré par une bonne partie des Français comme d'extrême droite. Pas de jugement, c'est pas un jugement personnel. Mais qu'on voit l'arrivée du RN comme un signal d'alarme qu'il faut reprendre en main le dialogue. Il faut dialoguer, il faut discuter. Si à moyen terme, le crayon a réussi à faire massivement discuter les Français, putain, moi je serais le plus heureux des hommes. Après, le chiffre d'affaires, le développement, tout ce que tu veux, je sais qu'il suivra. Si on arrive à avoir cet impact-là, je sais qu'il suivra. D'un point de vue business, moi évidemment, il y a plein de sujets. J'ai envie de lancer d'autres médias, j'ai envie de lancer d'autres trucs. Il y a plein de trucs qui me passionnent. Je suis un peu d'ailleurs, c'est un peu mon problème, c'est que j'ai envie d'être toujours un peu partout et tout, tu vois. Mais moi, mon vrai point de focus, c'est on réunit les gens, on les réunit les gens et on les fait dialoguer, on décriminalise la pensée et on voit l'esprit de contradiction et les nouvelles idées comme positives, comme remettant en question le statu quo, comme permettant d'apporter de nouvelles idées. Et on arrête de mettre un peu des barrières en mode genre, lui, il est fréquentable, elle n'est pas fréquentable, ou l'inverse, tu vois. Lui, il sait, elle sait pas, selon des critères complètement arbitraires, complètement pilotés, qui ne convient qu'à celui qui les donne, quoi, tu vois. Et ça, on arrête, on laisse les gens vivre tranquilles, on arrête de faire ça. Ça devient vraiment... ça- c'est con ce que je veux dire, mais ça devient vraiment... Moi, je le sens parce que je suis dans le milieu des médias, tout le monde le dit dans le milieu des médias, à la télé, à la radio, à la presse écrite, aux médias digitaux, aux chaînes YouTube, le nombre d'injonctions contradictoires que tout le monde reçoit tous les jours, en mode lui reçoit lui le reçoit pas, elle reçoit là, elle... Stop. On met des idées sur la table, on essaie de voir si c'est intéressant, et si vous trouvez pas ça intéressant, c'est pas grave. Parlez-vous. Ouais, parlez-vous, tu vois. Parlez-vous. J'ai vu des gens reprocher à Guillaume Play de recevoir un platiste, mais enfin, Bon, ça, c'est dingue. Je ne savais pas. Mais... on a le droit de recevoir un platiste. Enfin, je veux dire, c'est super intéressant. Moi, ça m'intéresse de ouf de savoir comment pense un platiste. Je vais pas devenir platiste parce que je regarde l'émission. Enfin, c'est délirant. On a un ami qui nous a dit j'ai regardé l'interview du platiste pendant 2 heures. J'ai rigolé tout le long. Mais tu vois, lui, il l'a pris en blague. Mais c'est effectivement très intéressant d'avoir la contradiction aussi. Pourquoi lui, il pense ça. Je te dis pas que je suis platiste, mais voilà. Ce qu'il faut pas faire et que nous, on a pu faire, et ça, là, on a fait des erreurs. Ça, je le concède. C'est de dire un platiste face à un non-platiste, 50% de temps de parole équivalent comme si c'était les mêmes. Ça, je suis d'accord que c'est une erreur. Alors, on n'a jamais allé jusque-là, mais on a fait un débat notamment sur l'écologie avec Camille Etienne, où on a mis en face d'elle quelqu'un qui était plutôt climato-sceptique. Alors, qui n'était pas radicalement climato-sceptique, qui était plutôt climato-sceptique, et qui allait quand même à l'inverse du consensus scientifique. Ça, c'est une erreur. Je voulais pas le citer, je le cite quand même. Ça, c'est une erreur qu'on a faite, par exemple. Tu vois. Ça arrive. Personne n'est mort. Tu vois. C'est là-dessus que moi, ça me frustre. C'est laisser les gens partager des idées. Arrêtez de croire que la personne qui va regarder la vidéo est tellement plus con que vous, qui ne comprendra pas ce que vous comprenez, et qui fait que vous ne voudriez pas que la personne soit interviewée. Stop. Et personne n'a une pensée unique, rigide, qui ne change jamais. Mais oui. C'est là où c'est intéressant aussi de créer des débats. C'est que parfois, tu as peut-être quelqu'un qui est platiste, qui va écouter des arguments de la personne qui pense que la Terre est ronde, et qui va se remettre en question, ou inversement d'ailleurs. Tu vois, je veux dire, peut-être que tu pensais quelque chose il y a 5 ans, qu'aujourd'hui tu te dis, j'ai pensé ça. Non, mais je te prends un exemple tout con. J'avais vu une vidéo de Max Bird, je ne sais pas si ça te parle comme youtubeur, un gars un peu à l'ancienne et tout, qui avait fait une vidéo sur l'homosexualité. Et qui avait expliqué, qui était la première fois que je voyais une vidéo qui expliquait que l'homosexualité était déterminée à la naissance, ou en tout cas très majoritairement à la naissance. Je me dis, putain, c'est méga intéressant, tu vois, comme truc. Et j'étais en mode, t'imagines si jamais tu retransportes cette vidéo-là il y a 50 ans, il y a 100 ans, Ouais. il y a 150 ans, il y a 200 ans, Ça peut être compliqué. ça peut être compliqué. N'insultons pas l'avenir. On ne sait pas quelles idées d'aujourd'hui nous paraîtront les plus évidentes et tellement brillantes et tellement coulant de source dans 50 ans qui aujourd'hui se font critiquer amèrement et que beaucoup de gens essayent d'annuler de différents médias, différentes plateformes. Je termine avec la même question à chaque fois. Si tu devais laisser un message à une personne qui hésite aujourd'hui, qui a envie de devenir entrepreneur par exemple, qui a envie de lancer un média, qui a des projets, des idées, qui hésite, si tu pouvais lui parler 1 minute, tu vois, et lui laisser un message.
La définition de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne demande pas à quelqu'un d'autre ce qu'il doit faire. Prendre des conseils, c'est bien. Prendre des critiques, c'est très bien. C'est très sain. Prendre du feedback, c'est essentiel. Il faut le faire quotidiennement, hebdomadairement. En revanche, si tu vas voir quelqu'un pour lui demander quoi faire, il va te regarder, il va être en mode bon, bah je sais pas, en fait, c'est ta boîte, gros. Et ça, c'est un truc vraiment important. C'est parce que c'est vous qui décidez que vous êtes entrepreneur, en fait. Alors quand vous décidez, c'est vous en tant qu'associé, hein. Si vous êtes plusieurs, c'est à plusieurs que vous décidez. Mais c'est vraiment important. Personne ne peut savoir à votre place ce que vous êtes censé faire de votre boîte. Et ça, je le dis parce que c'est un truc que je vois beaucoup auprès de gens qui me demandent leur opinion. Qu'est-ce que je devrais faire sur des trucs qui sont tellement fondamentaux que je dis, mais or déjà, je veux pas cette responsabilité, mais surtout, c'est ton job d'entrepreneur de décider, pas le mien. Bien. Merci beaucoup. Merci Logan, c'était trop cool. Je te libère. Avec plaisir. Ciao les amis. Salut Valorant.